16h-18h, Mazet, Cardoz. Liberté de parole. Sur Sud Radio. Bienvenue, messieurs, dames, dans ce grand show interactif. Avec moi, comme tous les jours, bien sûr, monsieur Michel Cardoz. Bonjour, Michel. Salut, Eric. Bonjour, Eric. Bonjour à toutes et tous. C'est parti, donc, pour le grand show ringard des universités d'été, des partis politiques. Vous savez, ces endroits où l'on fait semblant de bosser pendant 2 jours. En ce moment, c'est donc La Rochelle pour le Parti socialiste. En 2 jours à La Rochelle, on va m'expliquer sur quoi on va bosser quand même. Eh bien, ça sert à faire venir la presse, en fait. C'est tout. Des interviews à la chaîne, sans saveur, les mêmes d'une année sur l'autre. Non, les meilleures interviews télé, les meilleures interviews radio, les meilleures interviews dans la presse écrite, c'est Marine Le Pen. C'est la meilleure. C'est ce qu'on appelle de la communication politique. Le Front National, c'est extraordinaire et je vais vous expliquer pourquoi ils vont faire le plein de voix. À côté des communications politiques ringardes du Parti Socialiste ou de l'UMP, le Front National est une usine qui ne fait que monter en puissance. Premier point, une femme à sa tête. Plutôt jolie, c'est mon avis, hein. Les gens de mon âge l'ont vu grandir auprès de son papa, on la connaît. Elle n'a pas de casserole aux fesses, pas d'histoire d'argent comme son père, pas d'histoire d'abus de biens sociaux ou autre affaire de ce type qui la décrédibiliserait. Elle gomme petit à petit les excès salaces de Jean-Marie. Et quand on lui demande, Michel et moi avons eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, de justifier les phrases de son père sur les camps ou autres fours crématoires, eh bien, elle ne botte pas en touche, Marine Le Pen. Elle joue la fille de son père qui assumera quoi qu'il arrive jusqu'à la mort de ce dernier. Sous-entendu, c'est mon père, il est comme ça, mais au fond, il ne le pense pas. Elle balaye, Marine, elle nettoie, Marine, elle récure, elle épure, finit les nazillons crâne rasé et autres anciens combattants qui auraient bien continué à torturer de l'Algérien. On l'a dit populiste, Marine Le Pen. Vous savez, ce terme en politique qui désigne l'idéologie de certains mouvements politiques qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant accaparé le pouvoir, accusé de trahir égoïstement les intérêts du plus grand nombre. C'est ça, être populiste. Eh bien moi, ça ne me choque pas. Et puis dans le fond, le pouvoir c'est toujours partagé entre droite dite traditionnelle, gauche dite traditionnelle. Je ne me renie pas quand je dis qu'en France, on n'a pas tout essayé politiquement pour s'en sortir. Être populiste, par exemple, c'est dire qu'en l'an 2000, on vous le disait hier, la baguette était à 1 franc et qu'aujourd'hui, elle est passée à 1,30 €, 7 francs, et que c'est à cause des élites au pouvoir en Europe, cette Europe qui casse tout, qui est responsable de tout. Ceci dit, dans le porte-monnaie, elle a pas tort, elle manque juste de solutions, à part la sortie de l'euro, puisque dans sa com, Marine Le Pen a recruté des économistes, ou plutôt utilise indirectement des économistes, comme le professeur émérite à l'ESSEC, Florent Inflation, ça ne s'invente pas, pour qui la fin de l'euro est non seulement possible, mais inévitable, ainsi que l'économiste Jacques Sapir, un théoricien de l'économie, qui s'est fait remarquer par des positions et un engagement politique à la gauche de la gauche. Elle l'a piqué à Mélenchon, celui-là. Marine Le Pen, quand elle parle simplement. Des mots que tout le monde comprend. Quand je dis tout le monde, c'est les oubliés de la société, les sans grades, comme disait Jean-Marie, son père. Ils existent. Et parfois, ils ne savent même pas lire, même pas écrire. Ils sont ouvriers, terrés dans d'anciennes cités minières ou des aristos sans fortune. L'économie n'y comprennent pas grand-chose, alors quand on leur sort l'histoire de la baguette, ça leur parle forcément. Faut dire que personne d'autres ne leur parlent à ces gens-là, à ces pauvres gens, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi ceux qui ont peur. Ils vivent, ces gens, dans des villages au fin fond de l'Alsace ou des Bouches-du-Rhône. Ils votent à 95% pour Le Pen. Ils n'ont jamais vu une burqa, mais ils regardent TF1 et écoutent Marine Le Pen. Oh Marine, si tu savais, comme tu parles bien, tu parles juste. C'est ce qu'ils pensent, ces gens-là. Et ils le concrétisent dans les urnes. Sa communication politique à Marine est très simple. Drapeau bleu, blanc, rouge, elle est en jean, simple, une pointe de maquillage, et une Marine Le Pen, il faut le dire, adoucie. Elle s'énerve moins sur les plateaux, elle résiste. Elle résiste tellement que quand elle est invitée sur un plateau de télévision, on se sent obligé de lui mettre en face 2 éditorialistes de gauche. Eh oui, car à la télévision, on ne l'aime pas beaucoup, Marine Le Pen, mais, à mon avis,
on l'aimera de plus en plus. Alors qui a la meilleure communication politique, la droite ou la gauche? Eh bien moi, je voterai en 2012 Marine Le Pen, si j'étais naïf. Tous les avis sont permis. Mazet, Cardoz, liberté de parole. Liberté de parole. Sur Sud Radio. Michel, nous allons accueillir Lise. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Oui, bonjour messieurs. Comment allez-vous Lise? Ça va. Et je crois que vous en avez dit beaucoup sur Marine. Ouais. Ouais, et je pense que vous avez raison et c'est aussi mon opinion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est elle qui communique le mieux parce que justement, comme vous l'avez dit, elle parle de sujets qui intéressent les Français et qui sont proches des Français. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait peur à nos politiques classiques, on va dire. Ouais. Parce qu'elle ose aller sur tous les terrains. Aujourd'hui, je pense qu'il y a autre chose que l'affaire DSK. On parle que de ça et ça serait peut-être bien qu'on parle un peu d'autre chose. Et elle, elle a pas peur de parler des sujets qui dérangent. Alors on vous fera écouter pendant toute cette émission plein d'extraits justement de communication politique. On va faire un point, vous donner la question du jour. Alors on la comprend peut-être pas comme ça d'office. C'est qui a la meilleure com politique, la droite ou la gauche? Sudradio.fr pour donner votre avis. La com politique, c'est quoi? C'est la manière dont les hommes politiques savent se vendre, savent vendre leur programme, font en sorte, quand ils arrivent à la télévision, à la radio ou qu'ils s'expriment dans la presse, de vous convaincre de voter pour eux. Qui fait le mieux ce travail, à votre avis? La droite, la gauche? Vous nous le dites sur sudradio.fr et au 36 28. Michel? Oh vous n'êtes pas naïf, Eric, et vous l'avez dit. Avec sincérité à la fin de votre philippique. Oui. La dame Marine, elle parle bien, elle parle juste, elle paraît sincère parce que, si vous voulez mon avis, elle est parfaitement persuadée de ne jamais pouvoir appliquer ses idées. Parce que, effectivement, la différence entre les femmes et les hommes politiques, il y a ceux qui sont candidats réellement pour exercer le pouvoir et qui savent qu'un jour ou l'autre, ils vont effectivement l'exercer. Alors, ils font un peu attention à ce qu'ils disent, pas toujours d'ailleurs, mais ils font un peu attention. Et puis, celle qui est certaine, même si un jour, ce qui n'est pas complètement exclu, elle parvient à exercer un poste ministériel, voire davantage, elle est absolument certaine de ne pas pouvoir appliquer. Vous pensez, Michel, que dans sa tête, elle est certaine de ne jamais pouvoir être présidente de la République? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était certaine de ne pas pouvoir appliquer certaines idées de son programme. Voilà. Non, elle peut accéder à des fonctions. Elle peut accéder à des fonctions parce que le suffrage universel nous a montré dans d'autres pays, à d'autres époques, que tout le monde peut accéder à la fonction suprême grâce au suffrage universel. Mais on n'est pas certain de pouvoir appliquer toutes ces idées. Par exemple, il y a des idées, il y a des propositions comme la préférence nationale pour les prestations sociales, ou la préférence nationale pour l'emploi, ou la préférence nationale pour les cantines scolaires, des choses comme ça qui sont dans le programme de Marine Le Pen. Je ne parle même pas de la sortie de l'euro, qui mettrait la France dans une situation d'isolement et de catastrophe économique, même si on est pour, effectivement. C'est pas la France qui sortira la première. Ce qui est incroyable, c'est que Marine Le Pen sort de l'euro, est obligée d'aller chercher des économistes d'extrême gauche pour expliquer la sortie de l'euro. Là, je ne sais pas quelles sont vos sources, je n'en sais rien, mais ça n'est pas complètement impossible parce que dans les dernières années, on a vu en effet ce que quelquefois un journaliste a appelé la conjonction des rouges et des bruns. Il y a effectivement l'extrême gauche, mais c'est une vieille tradition qui date du 19e siècle, à l'extrême gauche, il y a des gens qui ne craignent pas de s'allier à l'extrême droite pour essayer de secouer la marmite et de changer. Ça débouche rarement sur des choses sérieuses et sympathiques. Lise, Marine Le Pen, elle vous convainc quand vous la voyez dans les médias s'exprimer? Oui, je pense qu'elle est convaincante et justement comme on fait toujours la comparaison avec son père, c'est qu'elle arrive, elle est posée. Dans les débats, elle a toujours en face des gens qui, leur trip c'est de démolir Marine, d'essayer de se payer Marine, et puis elle bouge pas, elle reste droite, elle répond bien, comme il faut, calmement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait peur aux gens. Parce que les gens qui avaient peur du FN en voyant la grande image de Jean-Marie, maintenant, ils la voient elle et puis disent, mais finalement, peut-être que... Et les opinions commencent à changer, et les gens commencent à réfléchir sur ce qu'elle dit.
Parce qu'elle a pas de langue de bois aujourd'hui en France. Le problème, c'est qu'on a trop de langue de bois. Le problème, c'est que les politiques en général ont du mal quand même à s'exprimer aux gens d'en bas, quoi. Hein. Ils ont du mal à se faire comprendre. Et Marine Le Pen a compris une chose très simple. Son père l'avait compris également, puisque vous savez, ils avaient mis un système, une dialectique spéciale avec des mots spéciaux à employer. Souvenez-vous les mots diabolisation, etc., etc. Bon, alors ça, elle a mis ça de côté aujourd'hui, mais elle parle toujours avec des mots très simples, voire très simpliste, que tout le monde peut comprendre. Dénoncer la baguette, le prix de la baguette, par exemple, c'est très parlant. Et seulement les autres ne le font pas. Ils ne parlent pas à ces gens-là. Ouais. Elle a des exemples concrets. Et elle a des exemples concrets qui nous touchent à nous tous les jours dans le quotidien. Quand elle parle pas de chiffres de millions, de banques, de bourses, Lise, vous faites une distinction entre le père et la fille, mais est-ce que vous avez remarqué que la fille a exactement, à quelques millimètres près, exactement le même programme que le père? Alors peut-être qu'elle le vend mieux parce qu'elle est blonde, elle est jeune et elle parle avec le langage avec un peu moins d'imparfait du subjonctif. C'était la coquetterie du père. Mais est-ce que elle a surtout gommé tous les excès du père. Hein. Elle a gommé les excès du père. C'est-à-dire qu'elle ne fait jamais. Les sorties sont quand même pas aussi violentes que le père. Les sorties de sa part ne sont jamais aussi violentes, aussi excessives, aussi caricaturales, aussi insupportables même que celles du père. Mais chaque fois que le père refait une petite avancée grossière ou excessive ou insupportable, elle ne le contredit pas frontalement. Elle dit, lui c'est, au fond elle dit comme Fabius avait dit à Mitterrand, lui c'est lui et moi c'est moi. Alors mesdames, messieurs, vous nous appelez au 3628, vous dites Sud Radio avec cette question, puisque les universités d'été font en ce moment leur grand show, c'est le cas à La Rochelle aujourd'hui. Quel est le camp politique, selon vous, qui a la meilleure communication, qui s'exprime le mieux envers vous, que vous comprenez le mieux? La gauche ou la droite? Pour l'instant, vous êtes 88% à nous répondre la droite. Expliquez-nous pourquoi, appelez-nous au 3628. On a aussi, puisqu'on parle de Marine Le Pen, envie d'entendre les électeurs du Front National. On entend tout le monde ici, on entend tous les avis, il n'y a pas de censure, vous n'allez pas tomber dans un piège. Sudradio.fr et le 3628, bien sûr. On va accueillir Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour Michel. Bonjour Jean-François, on vous écoute. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est au sujet de Marine Le Pen, il faut faire très attention. Moi, vous voyez, je vais faire 45 ans bientôt, et j'ai appris quand même l'histoire. Hein, et il y a un truc que je n'oublierai jamais, c'est que Hitler a été élu au suffrage universel. Donc, avec 33% des suffrages, oui. Exactement. Et Marine Le Pen a une communication que beaucoup de Français comprennent. Hein, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Dans le sens que, question communication, moi je vous dirais, la droite est très très forte. Pourtant, en quoi elle est forte, la droite? Parce que excusez-moi de vous interrompre, mais la droite, moi je les prends comme des DRH. Des DRH, c'est des responsables, des directeurs des ressources humaines. Et je n'oublie pas une chose, c'est que M. Sarkozy a dit « Je gérerai la France comme on gère une entreprise ». Vous en souvenez? Oui. C'est exactement je suis pas sûr que c'est cas. ce qu'il ait dit le plus intelligent, mais enfin bon. Non, mais je suis d'accord avec vous, Eric. Je suis d'accord. Mais ce qu'il y a, quand je dis il faut arrêter de prendre les Français pour des cons, c'est que Monsieur Sarkozy fait exactement ce qu'il a dit. Il gère la France comme une entreprise, dans le sens que il a des DRH, si vous voulez, qui explique que voilà, la France ne va pas pour tel et tel niveau. Et d'ailleurs, on en a un exemple par rapport à la crise actuelle. Et moi, je vous cacherai pas que par rapport à la crise actuelle, je vais pas reprendre tous les sujets que vous avez pris depuis que vous avez commencé l'émission, mais il y a une chose, c'est que par rapport à la crise, eh ben, il nous explique que on va. Alors, Jean-François, on va être obligé de faire la pub. Je vous interromps parce que d'abord, on est en train de dévier un petit peu du sujet également. On va se concentrer aujourd'hui sur la communication, l'image que renvoient ces partis politiques. On parlera de la crise. On a toute l'année, bien sûr, pour en parler. Ne vous inquiétez pas, Jean-François. Vous disiez que la droite, et d'ailleurs le sondage le confirme aujourd'hui, a la meilleure communication politique. On va écouter un extrait dans un instant et vous allez m'en dire des nouvelles. À tout de suite. Sud Radio, Mazet, Cardoz, liberté de parole.
exprimez-vous. Et on vous pose une question. Vous savez qu'en ce moment, les universités d'été des partis politiques ont commencé. Avec La Rochelle, il y avait eu les Verts juste avant. Quel est le camp politique qui a la meilleure com, selon vous, qui vous parle le mieux, qui donne la meilleure image? Vous répondez bien sûr au 3628, vous dites Sud Radio et sudradio.fr pour faire avancer le sondage. On va accueillir Gilbert, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Avant de parler avec vous, je voudrais qu'on revienne sur la communication politique de la droite et notamment de l'UMP. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, c'était l'an dernier, c'est ce qu'on appelle les lip-dubs. Michel, vous savez ce que c'est? Ce sont les chansons, vous savez, les chansons, les partis politiques font des chansons, des clips vidéo où ils se mettent en scène. Il y en a eu un qui était particulièrement ridicule à mes yeux. Assez jouissif. On va l'écouter. Changer le monde. Yes. Venez marcher à mes côtés. Ouais. Allez, danse, Xavier Bertrand. Ouais. Dans un chant de fraternité. Ah, là, on les entend. J'entends la révolte qui gronde. Ah, la révolte qui gronde. Au Dans cœur une de pipe. toute l'humanité. L'humanité, demandez Pour que la l'humanité. terre soit féconde. Allez, Doudou, baisse-moi ça. Voilà, je voudrais qu'on revienne, avant d'accueillir Gilbert, sur Jean-François qui disait que la droite avait une bonne communication politique. Jean-François, c'est complètement ridicule, ce genre de choses. Totalement, Eric. Non, mais attends, entendons-nous bien. Moi, quand je vous dis une meilleure communication, c'est qu'ils sont forts. Ils nous font passer pour des cons. Ils nous font passer leur communication pour mieux nous faire passer la pilule et des impôts indirects. Contrairement à la gauche, et pourtant je suis de gauche, ils sont nuls en communication. Ils savent pas faire passer les idées de la gauche. Est-ce que c'est pas, Jean-François, est-ce que justement ils n'ont pas un problème, c'est qu'ils sont trop sincères? C'est-à-dire que quand on est un homme politique et qu'on veut mentir aux gens ou en tout cas vendre sa sauce, voilà, là on fait de la vraie communication parce que finalement on n'a rien à passer. C'est l'art de passer quelque chose sans avoir quelque chose à passer, un peu la communication politique. Est-ce que finalement quand on voit des hommes de gauche ou des femmes de gauche apparaître sur un écran de télévision, sont pas trop sincères? Non, franchement, c'est pas qu'ils ne sont pas sincères, c'est qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et si vous voulez mieux, moi ce qui m'écœure un petit peu, contrairement en 81, quand on avait M. Mitterrand, on avait un bon leader. D'accord, vous me direz, oui, mais M. Mitterrand, il a fait des bêtises. Certes, mais quand vous entendiez à l'époque la droite qui disait oui, mais le social puis le social, eh ben voilà où c'est qu'on en est arrivé. On a eu la droite pendant près de 20 ans et maintenant on est dans la merde. Alors le sondage évolue. Attendez, oui, Jean-François, parce qu'il y a du monde qui veut s'exprimer, Jean-François. Un dernier mot, faut jamais oublier une chose, et vous le savez très bien, vous en tant que journaliste, c'est que du temps de la gauche, du temps de Mitterrand, eh bien, ça a été la seule fois où les comptes de la sécurité sociale étaient en équilibre pendant un mois. Vous vous souvenez de ça? Oui. Jean-François, il y a du monde qui veut s'exprimer. On a bien compris ce que vous vouliez nous dire. Un point sur le sondage avant de parler avec Gilbert. Les universités d'été des partis politiques ont commencé. Quel est le camp politique qui a la meilleure com? Ça évolue. Vous êtes 58% à nous répondre la droite pour l'instant. Ça se resserre. Vous nous appelez au 3628. Oui, vous allez passer, Gilbert. Il est en train de parler à sa femme, Gilbert. Bah oui, bien sûr. C'est un grand moment de passer à la radio. 3628, vous dites Sud Radio. Vous nous appelez, bien sûr. On veut entendre tous les avis politiques. Jugez, justement, la communication politique des partis. Gilbert, qu'en pensez-vous de tout ça? Oui. Tout d'abord, par rapport à hier, je vous ai envoyé un message et je confirme que depuis Pompidou, il y a un accord secret au niveau européen pour intervenir contre l'ennemi intérieur. Oui. Alors quand toi, mon ami, tu appelles à entrer dans la bagarre, eh bien il faut quand même aviser le peuple de France, dont nous sommes, que les gens que nous avons en face se sont organisés. Voilà. Et je confirme, et j'ai vu, de mes yeux vu, alors que Franco était encore au pouvoir, des exercices en France, dans les Landes, où intervenaient des militaires espagnols.
pour s'entraîner à la lutte contre l'ennemi intérieur. Bon, je comprends pas bien ce que vous voulez. Je comprends pas bien ce que vous voulez dire. Parlez-nous de la communication politique. Quelle est par exemple Oui, mais quelles sont par exemple en France, Gilbert. Les dirigeants du Parti socialiste, du Parti communiste. Oui. Et j'ai constaté ceci, c'est que les décideurs, je dis bien les décideurs de ces deux partis, bien souvent sont chefs d'entreprise. Ces entreprises traitent avec les collectivités locales. Et ces gens-là sont bien aises du système en place. Ils ne veulent pas qu'il change. Ils veulent du pouvoir, mais le pouvoir pour une caste. Gilbert, j'ai une question à vous poser. Gilbert, j'ai une question à vous poser. Que leurs discours sont bridés de ce Incroyable. Fait. Gilbert. En fait, comme en Espagne on le voit, ils parlent exactement le même langage Gilbert nous entend que pas, la droite. Voilà, c'est tout. Gilbert, j'ai une question à vous poser. Quel est l'homme ou la femme politique qui vous convainc le plus en France? Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre, mais c'est Ségolène Royal. Vous allez réjouir notre ami Eric. Ma copine. La plus compétente. Et la plus honnête, parce qu'elle ne promet pas la lune, mais je suis convaincu que c'est qu'elle promet, elle le tiendrait. Mais par exemple, l'exemple typique, Michel, on l'a vu ces dernières heures, au début des universités d'été, quand ils sont tous là. Elle a dit quelque chose de fort, Ségolène Royal. Elle a dit que finalement, avant, le parti faisait pitié. Mais en même temps, elle a raison. C'est vrai que fut un moment, Michel, le Parti socialiste, il y a quelques mois, faisait vraiment pitié. Donc elle le dit. Oui, elle a sa sincérité, elle dit les choses, comme par exemple, elle vient de dire qu'un des points du programme du Parti socialiste qui consiste à créer 300 000 emplois aidés, ça l'intéresse pas, pour elle c'est pas la priorité. Elle va tout à fait à contre-courant des 5 ou 6 000 personnes militantes qui sont rassemblées à La Rochelle et sur d'autres points aussi. Alors la question est de savoir si elle va convaincre et si, surtout, le public aime la sincérité. Ouais. Parce que, vous savez, quelquefois, le public aime bien qu'on lui raconte une histoire. C'est rassurant. Oui, parce que par exemple le succès électoral d'une Marine Le Pen qui dit un certain nombre de choses dans le sens de ce que les gens attendent. Bon, il faut exclure les étrangers comme si c'était possible. Il faut se passer des caroleurs croates parce que etc. Alors que personne ne veut caroler parce qu'il faut se mettre à genoux et que ça fait mal au dos, etc., etc. Bon, la question, ça va dans le sens de ce que certains attendent. Et alors on croit que elle séduit comme ça. Mais en réalité, les gens n'aiment pas trop une certaine sincérité, à mon avis. Alors là, le sondage, on va faire un point parce que ça a changé. Ça y est, vous êtes nombreux à voter. Sudradio.fr. Quel est le camp politique, selon vous, qui a la meilleure com', c'est-à-dire qui vous parle le mieux, qui s'adresse le mieux à vous, qui arrive le mieux à vous convaincre? Vous êtes 52% à nous répondre la gauche. Continuez à donner votre avis. Au 36-28, vous appelez Aurélie, elle attend vos appels. Et on veut tous les avis, d'extrême droite à l'extrême gauche. Michel. Une minute, un mot. Tout à l'heure, un auditeur a parlé des hommes politiques comme des DRH. On gère la société comme une entreprise, donc on a besoin de directeur des relations humaines, etc., etc. Je dirais que aujourd'hui, les partis politiques sont devenus, et les grands leaders politiques sont en réalité devenus des metteurs en scène. Non pas des DRH, des directeurs des relations humaines, mais des metteurs en scène. Comme par exemple hier, il y avait nos confrères de présents sur place à La Rochelle ont raconté que François Hollande s'est réellement mis en scène devant toute une succession de caméras dans des lieux divers, depuis le pot de la Fédération socialiste, jusqu'à des restaurants, jusqu'à des cafés, etc. Alors lui, il a forcé sur la présence en scène. Par contre, il y en a qui ont joué la discrétion. Martine Aubry, a fait une apparition, et puis elle est repartie. Par contre, Ségolène, dont on parlait à l'instant, elle n'est pas venue, ou elle a fait juste une toute petite apparition, puis elle est repartie. Tout ça, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire que la politique est devenue un spectacle de plus en plus. Elle l'a toujours été plus ou moins, mais je redirais ce que je pense sur ce qui a changé, c'est le nombre de public. Bien sûr. Et puis, pour un mot sur François Hollande, finalement, la meilleure des communications pour lui, ça a été son régime, aux yeux des Français. Pourquoi? Probablement. Oui, bien sûr. Il a commencé à faire sa campagne le jour où il a commencé à maigrir, le changement, il y a toute une symbolique là-dedans. Peut-être qu'il ne boit pas de soda. Heureusement, comme ça il paiera pas plus cher. Merci, en tout cas, de nous appeler au 36-28. Ça appelle au standard, bien sûr. Vous nous dites quel camp politique vous convainc le mieux, la droite ou la gauche? 36-28, vous dites Sud Radio. C'est vous qui le dites. Liberté de parole. Liberté de parole. Mazet, Cardoz.
sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre au 36-28 et vous dites Sud Radio. On est en train d'essayer de comprendre qui nous convainc le mieux. La droite, la gauche, quand ils viennent à la télévision, quand ils s'expriment à la radio, quand ils s'expriment dans la presse écrite. Quelle est la meilleure com politique? La droite ou la gauche? Eh bien, ça change un tout petit peu. Vous êtes 55% à nous répondre la gauche. Exprimez-le bien sûr au standard 36-28. Vous dites Sud Radio. Je voudrais qu'on accueille Alain. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes du Front National, Alain? Ah mais écoutez, pas du tout, parce que je fais pas du tout de politique. Ça va, comme je disais, là, les hommes de droite, quand ils parlent, ils vont promettre moi c'est merveille, et puis quand ils sont élus, ils font rien du tout, et ainsi que la gauche. Oui. On mettrait pour un mandat simplement le Front National, je crois que ça serait pas mal. D'accord. En fait, ce que vous dites, Alain, c'est que la France n'a pas essayé, quoi. Voilà. Et tant qu'on l'a pas essayé, ben on peut pas savoir si ça marche ou pas. C'est ça que vous dites finalement, Alain. Exactement. En fait, je voudrais revenir un peu sur le débat d'hier que vous avez... Non, Alain. Oh non, parce qu'après il y a on va voir. Je sais ce qui va se passer au standard. Tout le monde va appeler pour revenir sur les émissions de la semaine dernière. On n'a pas fini. Michel. Je veux attirer. Je veux aller. Je veux aller dans le sens de notre interlocuteur, parce que ce qu'il dit, à savoir cette espèce de conviction qu'il faut essayer le Front National, est malheureusement partagé par même des électeurs qui ont voté pour le Parti socialiste, voire pour Nicolas Sarkozy. Il y a une étude qui vient de paraître, un ami vient de me l'envoyer par mail, une étude de sociologues publiée par la Fondation Jean Jaurès. On a le même ami, la Fondation Jean Jaurès, qui dépend du Parti socialiste. C'est la fondation du Parti socialiste. Alors, est-ce que les militants socialistes à La Rochelle vont discuter de cette étude qui montre que il y a une partie des électeurs socialistes qui sont tentés par la sortie du franc, par la sortie de l'euro, je veux dire par le retour du franc, par la sortie de l'euro, par la fin de l'Europe solidaire, et tous qui sont des points du programme justement de Marine Le Pen. On parlait de mise en scène, je parlais de metteur en scène plutôt que de directeur des relations humaines. Si tout nous paraît médiocre en ce moment, sauf celle qui dit, comme vous l'avez dit, Eric, des choses qu'elle ne pourra pas appliquer, mais qui font rêver, qui vont dans le sens de ce dont les gens rêvent, du ras-le-bol des gens. Voilà, et du ras-le-bol, c'est que tous les programmes sont gris, les programmes sont atones, les programmes sont médiocres. Quelqu'un faisait allusion à 81. Là, il y avait une idée, la communication n'était pas forcément meilleure. Vous savez, l'histoire du clocher, de la force tranquille, tout ça, c'était quand même un peu ringard, il faut bien le dire. Le ciel bleu, le clocher, c'est pas la France que vivent les gens aujourd'hui, ni même en 81, et pourtant ça a marché parce qu'il y avait un programme. Alors au 36-28, puisque Alain a soulevé la question, faisons avancer le débat, bien sûr. Alain disait finalement, on critique toujours quelque chose qu'on n'a pas testé, c'est-à-dire le Front National au pouvoir. Tiens, dites-nous au standard pourquoi vous voudriez voir le Front National au pouvoir. Dites-le nous, ça nous intéresse, bien sûr. 36-28, et vous dites Sud Radio. En termes de communication politique, il y a aussi des couacs de temps en temps, parce que c'est à double tranchant. On peut faire énormément de communication pendant certains mois, ça marche, on avance dans les sondages, et puis tout à coup, eh bien, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que, comme Ségolène Royal, par exemple, pourtant que j'aime bien, on peut faire appel à Dominique Besnéard pour mettre en scène ses shows politiques. Rappelez-vous, c'était pendant la campagne 2007, c'était au Zénith, elle était habillée d'un sari indien, et elle se baladait seule sur scène avec un micro, vous savez, comme les chanteurs de la Star Academy, et c'est Dominique Besnéard qui avait mis tout ça en scène. Et pour moi, ça marque le moment où Ségolène Royal a commencé à perdre des points parce qu'elle était, disons-le franchement, ridicule. Écoutez ça. Oui, tous ensemble, fraternité.
Si ça c'est pas de la démagogie à l'état pur, caricaturée, mise en scène, comment les Français peuvent se reconnaître là-dedans? Le mot fraternité n'est pas démagogique. Vous savez, tous les dimanches matins dans les églises, un discours, les prêtres parlent de fraternité. Oui, mais elle n'est pas prêtre. Et cette image de Ségolène Royal en sari bleu faisant scander fraternité par ses partisans, elle a été ridiculisée par les commentaires parce qu'elle ne correspondait pas à une montée en puissance de la candidate. Mais vous savez, la candidate serait montée à ce moment-là en puissance, on aurait trouvé ça génial. Ouais. Vous savez, elle n'est pas la dernière, elle n'est pas la première à s'être complètement plantée à un moment donné de sa communication. Et elle l'a payé. Il y a une trentaine d'années, on avait trouvé Giscard, j'en parlais hier, on avait trouvé Giscard d'Estaing absolument génial. Lui aussi s'est viandé en matière de communication. Lorsque, à la fin de son septennat, il a dit au revoir, et que tout ça a duré, on repasse cette image, on repasse cette image pour montrer l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Rappelez-vous Fabius, le plus jeune Premier ministre de France, avec ses entretiens au coin du feu, où il n'y avait pas de feu, à part un entretien avec un journaliste ami qui s'appelait Jean Lanzy, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Oui, c'est vrai, qui a présenté 7/7 avec Anne Sinclair. Mais c'est vrai que c'était assez ridicule, ces causeries au coin du feu. Il voulait refaire du Mendes France au temps de la radio. C'est-à-dire que les meilleurs peuvent se planter. Ça prouve bien, Michel, et ça rejoint ce qu'on disait hier, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout en phase avec le peuple. Franchement, quand on donne une interview au coin du feu... Par contre, lorsque François Mitterrand, qui avait le double de l'âge de Laurent Fabius, s'est assis sur une table de verre, et que Yves Mourouzi s'est assis sur le bureau, s'est assis sur la table en lui disant « Vous êtes branché ou Chebran ?» et que l'autre a répondu « Non, c'est Bléca qu'il faut dire, c'est câblé », ça c'est un coup de communication il a été très réussi. Parce qu'il a été plus loin qu'Yves Mourouzi, ce genre-là. Mais il était porté par une idée. Quand Fabius essayait de défendre avec Jean Lanzy à un soi-disant coin du feu son plan de restriction, de désindustrialisation, tout ça, personne n'y croyait, tout le monde trouvait ça catastrophique, c'est pour ça qu'il s'est planté. Tandis que lui, François Mitterrand, il était porté par une idée. On va accueillir Marie-Thérèse, bonjour. Salut Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Vous, c'est plutôt le Front National, hein, votre truc? Oui, je suis Front National. Et expliquez-nous pourquoi. Front National. Parce que Alain tout à l'heure nous disait, voilà, finalement, on est toujours en train de critiquer Marine Le Pen, le Front National, Jean-Marie Le Pen, mais on n'a jamais essayé. Vous êtes de cet avis aussi? Absolument. Et je trouve que Marine est sincère, qu'elle ne fait pas une communication, disons, une communication de... Une grosse communication à la Sarkozy. De comédie. Hein. Elle ne se prend pas pour une comédienne, pour une actrice, pour le théâtre. Ouais. Elle est sincère. Elle n'est pas dans la mise en scène, c'est ça que vous dites? Vous dites qu'au Front National, non, c'est pas une mise en scène. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est sincère. Elle aime la France. Elle aime son pays. Et c'est ce qui manque actuellement chez les politiques, que ce soit de droite ou de gauche. Ségolène Royal, elle a fait chanter la Marseillaise pour les élections de 2007, mais on ne l'a plus jamais entendu chanter la Marseillaise. Enfin, c'est peut-être pas ça le plus important, Marie-Thérèse, en même temps, changer. Moi, je me rappelle de Ségolène Royal, Marie-Thérèse, je me rappelle de Ségolène Royal, qui avait remis au goût du jour l'idée, par exemple, de mettre des drapeaux français sur les maisons. C'est pas Marine Le Pen, par exemple, qui l'a sorti, ça. Oui, mais elle a complètement abandonné toutes ces idées-là. Bon, pourquoi? C'est pas parce qu'on le répète pas à longueur de journée qu'on abandonne l'idée. C'était pas sincère de sa part. Mais pourquoi? Pourquoi c'était pas sincère? Pourquoi ce serait plus sincère dans la bouche de Marine Le Pen? Et pourquoi Parce que Marine Le Pen a toujours aimé son pays. Elle a toujours aimé la France. Ségolène Royal, qui est fille d'officier, a toujours aimé la France aussi. Elle a toujours aimé la nation. Mais on n'a pas besoin de voter Front National pour aimer la France. Moi, j'adore la France. J'ai pas de honte à mettre un drapeau français, si je le veux, sur ma maison, le 14 juillet. Voilà, on est fiers, on est patriotes. Est-ce que vous ne pensez pas, Marine... Un drapeau français sur votre maison, est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui, bien sûr. Quand il y a, la Coupe du Monde, le 14 juillet, voilà, ce genre de choses. La Coupe du Monde, oui, parce que bon, ça fait bien. Ça fait bien. Mais non, c'est pas que ça fait bien.
bien. Moi, je le fais tous les 14 juillet. Et ben voilà, mais c'est parce qu'on a envie de montrer qu'on est fier d'être français. Vous savez, Marie-Thérèse, quand même, vous êtes du Front National, vous avez des idées très tranchées, mais moi, j'ai toujours détesté que le Front National s'approprie le patriotisme, le nationalisme, l'amour de la France, l'amour des Français, l'amour de la Marseillaise. On ne se l'approprie pas puisqu'on l'aime. Mais oui, mais ça veut dire que les autres ne l'aiment pas. Vous n'êtes pas les seuls. Les trois du temps, oui, ils ne l'aiment pas. Non, vous n'êtes pas les seuls. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous ne pouvez pas dire que les autres hommes politiques n'aiment pas la France. Je suis pas jeune, j'ai déjà un certain âge et je regarde autour de moi, je vois tout ce qui se passe et je peux l'affirmer. Mais vous ne pouvez pas affirmer que Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Martine Aubry n'aiment pas la France. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas affirmer ça. Ah si. Mais pourquoi? Mais donnez-nous des arguments, parce que c'est le problème du Front National, c'est qu'il n'y a jamais d'arguments derrière. Donnez-nous des arguments. Vous pouvez toujours affirmer qu'il n'aime pas la France, mais il faut le démontrer. Nicolas Sarkozy, il a soi-disant fait tout un théâtre comme quoi il aimait la France, que si que là. C'était simplement pour prendre les voix du Front National à Jean-Marie Le Pen et pour pouvoir être élu. Parce que vous pensez que Marine Le Pen, elle fait pas la même chose pour prendre les voix de Nicolas Sarkozy? Enfin, c'est un peu ridicule tout ça, Marie-Thérèse. Parce que vous n'avancez aucun argument pour dire que le Front National a le monopole de l'amour de la France. Ça veut dire que tous les autres, les 53% de personnes, par exemple, qui ont voté pour Nicolas Sarkozy et les 47% qui ont voté pour Ségolène Royal en 2007, n'aiment pas la France. Moi, ça me touche personnellement ce que vous dites, Marie-Thérèse. Vous ne pouvez pas soutenir cette idée. Vous ne pouvez pas. De la même manière, je voudrais dire aussi que on ne peut pas soutenir l'idée qu'on n'a pas essayé le programme du Front National. Parce que, par exemple, l'exclusion des étrangers, ça a déjà été essayé de manière partielle dans d'autres pays, à d'autres moments de l'histoire, et ça s'est toujours terminé soit par des catastrophes, mais je ne veux pas dire que le programme de Marine Le Pen déboucherait forcément sur des catastrophes du style Italie ou Allemagne. Non, ça je ne veux pas dire ça, mais l'exclusion des étrangers... Attendez, Marie-Thérèse. C'est de ne pas faire rentrer de nouveaux étrangers parce qu'on ne peut leur donner... Non, mais c'est pas seulement ça. En termes d'étrangers, de toute façon... Vous ne connaissez pas le programme du Front National. Le programme du Front National, le programme du Front National exclut les étrangers vivant en France des prestations sociales et du travail. Et la priorité, alors que vous savez très bien que dans un certain nombre d'emplois, nous n'avons pas suffisamment de nationaux, pour employer entre guillemets un mot familier du programme du Front National, pour assurer ces emplois. Donc, nous avons besoin de l'apport, et d'ailleurs, n'importe quel pays, tous les pays, à un moment donné, a besoin de l'apport du sang neuf qui vient d'ailleurs. L'Allemagne, par exemple, a eu besoin du sang venu de Turquie, et elle est aujourd'hui une puissance industrielle et nataliste parce que elle a intégré des Turcs qu'elle a fait travailler dans son industrie. C'est pas l'intégration des Turcs qui l'a fait devenir un pays économique puissant. Ce n'est pas l'intégration des Turcs. Ça fait partie de sa puissance. C'est le travail de tous les Allemands. Alors, de toute façon, en termes... C'est le travail des Turcs qui ont pris la nationalité allemande. D'accord, Marie-Thérèse. Si on peut en placer une, parce que ça aussi c'est un gros défaut du Front National, il va falloir que vous vous corrigez. Il y en a un peu marre. On a interviewé souvent des Jean-Marie Le Pen ou des Marine Le Pen. On n'arrive jamais à en placer une. Si on peut juste en placer une, Marie-Thérèse, c'est simplement de dire à nos auditeurs d'appeler le 3628 déjà, puisqu'on est lancé sur le Front National, allons-y gaiement. Auditeurs du Front National ou autres, venez vous exprimer. Est-ce que vous avez envie de voir un jour, ou adversaire, est-ce que vous avez envie de voir un jour le Front National au pouvoir, au moins une fois, comme ça, pour essayer, comme le disait tout à l'heure Alain. Je voudrais quand même qu'on écoute un petit extrait, puisqu'on parle, le thème principal c'est la communication politique. Alors il y en a qui sont vraiment pas doués. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Michel. C'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a un gros problème déjà avec les journalistes. Et moi, ce que je lui reproche, c'est vraiment un reproche de marketing, parce que c'est une idiotie de se mettre à dos les journalistes. Parce que dans l'inconscient collectif des Français, les journalistes, c'est le relais. Et on les aime bien, finalement, font les journalistes, même si des fois, on les critique un petit peu, mais c'est eux qui nous donnent l'information. Écoutez Jean-Luc Mélenchon quand il croise un journaliste qui dit des choses qui ne lui plaisent pas. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier.
parce que le problème c'est qu'elles sont dans les bois, les prostituées. Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité. Enfin, c'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Votre tête est pourrie. Non, mais franchement, quand on dit ça, on perd des points, Michel. Écoutez, on en gagne ou on en perd, ou on en gagne d'abord et on en perd ensuite. Rappelez-vous de Georges Marchais qui jouait exactement le même jeu, et Mélenchon est exactement dans les traces, dans les chaussures de Georges Marchais au moment où cet incident a lieu. Parce que maintenant, je ne pense pas qu'il ferait les mêmes bévues du point de vue de l'opinion. Parce que c'est une arme à double tranchant. Engueuler les journalistes, les hommes politiques ont toujours cette tentation, et ils croient se mettre les rieurs de leur côté, le bon public de leur côté. Mais ça se retourne toujours à un moment donné. 16h46, on va faire une petite pause pub. Vous nous appelez bien sûr au 36 28 pour répondre d'abord à la question du jour. Quel est le camp politique selon vous qui a la meilleure com? La droite ou la gauche? Vous nous donnez votre avis, on vous donnera le résultat du sondage dans un instant. On fera un point complet. Et puis comme on a commencé sur le Front National, allons-y. Appelez-nous au 36 28, auditeurs et électeurs du Front National, nous vous attendons, on a envie de parler avec vous, de vous comprendre, de savoir ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, et si vous avez envie de parler avec ces auditeurs, vous nous appelez également au 36 28, vous allez pouvoir parler entre vous. À tout de suite. Sud Radio, Mazet, Cardoz, liberté de parole. Exprimez-vous. Le standard explose, Aurélie est toute rouge au 36 28. Vous dites Sud Radio. Alors, vous êtes électeur du FN ou pas? En tout cas, venez nous parler justement du Front National, de ce qu'il ferait au pouvoir, si vous souhaitez les voir au pouvoir et pourquoi. Venez nous expliquer, venez essayer de nous convaincre. Vous savez qu'ici, on peut tout entendre. Je voudrais, mesdames, messieurs, que nous accueillions Ève. Bonjour. Oui, bonjour. Allô. Bonjour Ève. Alors vous, Ève, vous dites que finalement celle qui a la meilleure communication politique, c'est Eva Joly. Non, alors attendez, vous allez voir, qu'on mette les choses au clair. Moi, je suis socialiste, de parents socialistes, de grands-parents socialistes, de toujours. Oui. Et cette fois-ci, je suis écœurée par les socialistes. L'affaire Strauss-Kahn a été une catastrophe pour tous. Ça a été honteux comme ils ont traité l'affaire. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que c'était horrible. Attends, mon ami. Ils vont pas dire mon ennemi. Non, au moins être discret, on ne sait pas. Ils ont toujours, enfin moi personnellement, je les ai trouvés quand même très discrets et très dignes. Le Parti Socialiste, il y en a aucun qui l'a taclé. Ils ont tous été avec lui. C'est un ami de longue date. En tout cas, c'est l'image qu'ils veulent nous donner. Ils ont respecté ça jusqu'au bout. Michel. Oui, mais en même temps, notre auditrice exprime le ressenti, comme on dit aujourd'hui, d'une immense partie de l'électorat socialiste qui a vécu cette affaire comme une sorte de chewing-gum ou d'épine dans la chaussure. Ah oui, ça c'est sûr, c'est un boulet, ça, y a pas de problème. Non, mais c'est ça qu'exprime notre auditrice, là. Et elle a été révoltée par effectivement. Non, notre auditrice, elle dit aussi que le Parti Socialiste a mal réagi. C'est ça que vous dites, finalement. Peut-être que dans un premier temps. Il a mal géré aussi. Ce que je dis, c'est la chose suivante. C'est qu'on a vu là-dedans un copinage énorme. Vous savez, le Parti Socialiste, moi, je suis socialiste, donc qu'est-ce que j'attends du Parti Socialiste? J'attends qu'il s'occupe des gens comme vous et moi, c'est-à-dire pas les nantis, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin du Parti Socialiste, mais un petit peu de tout le monde, des gens humbles, des gens qui foncent, des gens qui veulent arriver. Alors ils ne font pas ça en ce moment. Comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'ai ressenti cette affaire vraiment à l'opposé. Et je suis pas la seule. Mais c'est-à-dire, expliquez-nous à l'opposé, ça veut dire quoi, Ève? Eh bien, j'ai trouvé du copinage. Et pourquoi il n'y aurait pas de copinage? Ils sont copains tous. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Du copinage, tant mieux que l'on respecte ses amis et qu'on les soutienne quand ils sont dans la peine, ce n'est qu'en l'honneur de tout le monde. Bah oui. Mais on n'a jamais parlé de cette personne qui, somme toute, compte tenu du procureur, qui est un tremblement de terre à ce moment-là, a quand même dit qu'il y a quand même eu agression non consentie. Bon, alors, ce n'est pas grave. Oui. Qu'ils estiment, qu'ils soutiennent en sous-main, qu'ils appellent les enfants et autres parce que toute la famille a dû être touchée. Soutiennent l'homme.
Attendez, non, mais c'est un homme, heureusement que tous les hommes ne se comportent pas comme ça. Oui, mais attendez, ça c'est votre avis. Eux, ils n'ont pas jugé l'homme. Moi, j'ai jamais entendu un membre du Parti Socialiste depuis 3 mois, depuis le début de l'affaire DSK, juger l'homme. Reconnaissez, Eric, que tous les dirigeants socialistes ont marqué leur amitié à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. Eh ben oui, c'est très bien. Soutenu. Non, mais attendez. Un vrai ami, c'est quelqu'un qu'on soutient même dans la panade la plus complète. Et notre auditrice a le droit de trouver ça un peu gênant, voilà, et d'avoir été choquée par ce soutien amical. Oui, mais j'ai le droit de pas être d'accord. Ah bah bien entendu, ça, il manque pas de ça. Mais qu'ils aient marqué leur soutien amical, c'est tout en leur honneur, discrètement, c'est-à-dire. Ils l'ont fait devant les caméras, et ils l'ont fait pour que ça se sache. Ils ont fait du spectacle aussi. Cette pauvre femme, au détriment d'une. Il faut être juste dans la vie. Alors que moi, en tant que femme, je trouve qu'ils ne ont pas bien réagi. Ça me regarde. Et c'est comme ça que je veux vous dire que je ne suis pas ni du Front National, ni verte, mais aujourd'hui, je me dis, pour qui pourrais-je voter? Alors, justement, vous avez dit au Standard, Ève, vous avez dit au Standard, Ève, que finalement, celle qui avait la meilleure com, c'était Eva Joly, quoi. Non, celle qui, l'autre jour, lorsqu'elle a parlé lors de leur assemblée, a été, pour moi, quelqu'un de droit. Marine Le Pen, lorsqu'elle parle, c'est parler également aux gens. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen, je suis à l'opposé. Je trouve qu'il y a trop de haine qui ressort de cela. Moi, je trouve que Eva Joly, personnellement, je vous donne mon avis, parce que c'est une discussion, Ève. Oui. Moi, vraiment, c'est quelqu'un qui ne me convainc pas. Alors, je la trouve d'une fade. J'aime la femme, hein, j'aime son histoire, j'aime son passé, j'aime ce qu'elle a été, j'ai aimé ses combats. Mais alors, en tant que femme politique, pour moi, c'est un ovni. Elle ne me convainc pas du tout, et c'est vrai que son accent norvégien me gêne énormément parce que j'ai pas l'impression de voter en France. Et c'est d'ailleurs, si vous êtes d'accord, appelez-nous ou pas. Là, vous êtes culotté de dire ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, en tant que femme, l'une et l'autre m'ont paru plus convaincantes que tous les autres. Maintenant, je suis très embêtée, car vraiment, cette élection arrive sans savoir pour qui je pourrais voter. Ouais. Alors, au 36-28. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la communication, il y a aussi le contenu, il y a la forme, et il y a le programme. Il y a le fond, la forme, les gens, l'image qui repercute. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image aussi? Voilà, derrière ces personnes-là, essayer de creuser un petit peu, et ça c'est le travail des journalistes, pour nous dire qu'ils sont en réalité. Eh ben, on est là pour ça, on est là pour entendre justement tous les avis, Ève, bien sûr. On va accueillir Guillaume, bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume, vous dites finalement il n'y a aucune com qui est bonne. Moi je vais vous dire que c'est encore plus grave que ça, c'est qu'il n'y a aucune com qui est bonne, et au niveau de la communication, ils mentent aux Français. La réalité c'est qu'en France on pourrait créer des millions d'emplois, avec ou sans crise économique, en faisant de l'activité micro-locale, parce qu'on a des alternatives au pétrole, à plein de choses, et qu'on ne fait pas. De plus, j'ai envie de vous dire que sont liés à cette situation, donc c'est dû à l'incompétence des politiques, mais c'est aussi au fait que les partis qui sont opposés à Sarkozy auraient pu faire certaines choses de par les lois, mais qui ne l'ont pas fait pour, excusez-moi de dire le terme comme ça, faire la pute face au lobby. D'accord. Enfin bon, on s'éloigne peut-être, non, un petit peu du sujet là. Notre ami a un programme, lui. C'est la micro-activité. D'accord. Je ne sais pas si c'est viable, mais en tout cas, c'est un programme. D'accord. C'est pas vraiment notre sujet du jour. Hein. Derrière la communication, il y a les programmes. Oui, il y a les programmes. Mais justement, parlons-en des programmes, parce qu'il y a énormément de Français, et vous le savez très bien, Michel, qui votent sans lire les programmes. Oui, mais la communication est bonne si le programme est bon derrière. Ben oui. Et si elle est si mauvaise de manière quasi unanime aujourd'hui, c'est que les programmes, je le répète, sont gris, sont ternes, sont presque peu différents. Parce que entre le programme du Parti Socialiste et le programme de l'UMP, il y a quoi? Il y a un peu plus de cataplasmes sociaux à gauche qu'à droite. Par exemple, il y a un des slogans de Martine Aubry aujourd'hui, c'est Yes We Care, qui est un jeu de mots sur le Yes We Can de Obama. We Care, ça veut dire on peut. Ah bah oui, non, mais ça c'est de la communication incompréhensible pour la masse des gens là.
naturellement. Mais ça veut dire qu'elle va orienter sa campagne sur le soin, le care. Et ça, c'est un peu plus de cataplasme social. Moi, je me souviens en termes de communication politique, c'était Nicolas Sarkozy, rappelez-vous. Alors, vous allez me dire, ça a marché puisqu'il a été élu. Mais sa campagne, Michel, je sais pas si vous vous souvenez, en 2007, avait commencé en Guyane. Il avait orchestré, organisé, mis en scène. Il y avait des centaines ou des dizaines de journalistes, en tout cas, qui étaient là, venus de tous les pays pour filmer les retrouvailles entre Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy. On les avait vus pagayer sur une... Voilà, bon, c'est quand même d'un ridicule. Ce qui est incroyable, c'est que les Français tombent dans le panneau en disant, regardez, c'est un homme extraordinaire, il aime sa femme. Il y a des gens, malheureusement, qui ne votent que pour ce genre de petits détails. Et c'est terrible. Quand on y pense. La communication la plus forte s'agissant de la vie privée du président de la République, ça va quand même être l'accouchement de Madame Carla. Parce que là, le jour où elle va mettre au monde le petit garçon, ça c'est un acte de communication très fort. Et je les soupçonne de l'avoir fait exprès. Ça c'est, ou en tout cas c'est un hasard extraordinaire quand même. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est formidable. Mais ça peut aussi se retourner contre eux parce que c'est un acte de communication tellement énorme que s'il n'y a pas de programme derrière, s'il n'y a pas des vraies mesures, effectivement, ça débouchera sur un bug. Alors un point sur le sondage, vous êtes 59% à nous dire que c'est la gauche qui communique le mieux. Vous continuez, ça s'est inversé depuis tout à l'heure. Oui, il va falloir le démontrer. 36-28. Vous dites Sud Radio, et puis en effet, Aurélie me dit qu'il y a beaucoup d'appels de lecteurs du Front National au standard. Comme on accueille tout le monde ici, qu'on ne fait pas de tri, venez nous parler et venez nous convaincre. Le Front National un jour au pouvoir, c'est possible. Et surtout, comment on le vivra? À tout de suite. 16h-18h, Mazet, Cardoz. Liberté de parole. Sur Sud Radio. Alors, je ne vous cache rien, on essaye de joindre Alain Vizier, qui est le directeur de la communication du Front National, parce qu'on aimerait bien parler avec lui, justement, de cette communication politique du parti. Vous nous appelez au 36-28, vous dites Sud Radio, quel est le camp, selon vous, qui a la meilleure com, la droite ou la gauche? On fera un point sur le sondage dans un tout petit instant. Mais, en termes de communication politique, il y a des petites perles, et je ne peux m'empêcher de vous diffuser celle-ci. C'était aux États-Unis, Nicolas Sarkozy qui s'exprimait devant une tripotée de journalistes américains, et il a voulu ce jour-là le faire en anglais. Écoutez, et puis vous me direz ce que vous en pensez après. Some French journalists called me Sarkozy the American. Among those reasons, there is, that's what they say, the fact that I am a man of action. I do what I say. You are welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France, and of course, to make some money with you, for us. Il y a des moments de ça me rappelle Maurice Chevalier quand il était à Hollywood et qui chantait dans un Américain qui était bien à lui. Il était meilleur, hein, Maurice Chevalier. Mais il était meilleur. Il y a des moments de communication politique comme ça que certainement ils aimeraient oublier. Hein. C'est pas bien de se moquer comme ça. Oh si, c'est bien. Pas bien parler. Ah si, c'est bien. Je voudrais qu'on accueille Mercedes. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour, parce que voilà, je suis un peu comment dire, je suis un peu dans les petits souliers parce que j'ai pas l'habitude de parler à la radio. Oui, c'est normal. Et voilà, je vais être très brève parce que la politique ne m'intéresse plus depuis plusieurs années, parce qu'en fait, la droite comme la gauche, ce sont des branquignoles. Excusez-moi, je le parlais franc. Quand vous voyez Sarkozy, pendant la campagne présidentielle, nous avait promis monts et merveilles. Je savais très bien qu'il n'allait pas en tenir, mais bon, on peut toujours rêver. Quant à la gauche, quand vous voyez Martine Aubry, et encore que je préfère Ségolène Royal à Martine Aubry. Bon, ça c'est moi. Hein. Vos orientations politiques, Mercedes, c'est plutôt Marine Le Pen, hein? Moi je vais vous dire, Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle me fascine à la fois et qu'elle m'effraie. Parce que quand elle dit qu'on va sortir de l'euro, c'est pas possible. Il faut pas rêver non plus. On va pas s'isoler de la terre. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine alors chez elle, Mercedes?
Marine Le Pen, elle dit des trucs vrais quand même. Hein. Oui. Par exemple, enfin, tout le monde dit des trucs vrais, dire qu'il y a de l'insécurité, dire tout ça. Non, mais l'insécurité, moi je vais vous dire, je viens d'un pays africain, je suis d'origine espagnole. L'insécurité, il y en a partout. Il faut pas faire comme les autruches. Partout où vous allez, que ça soit la Corse, que ça soit la France, que ça soit l'Espagne, l'insécurité est partout. Ceci dit, elle est pas comme son père. Elle est beaucoup plus tamisée. Et ce qui va arriver, malheureusement, c'est que peut-être elle va passer. Pourquoi? Parce que quand vous entendez Sarkozy ou ses ministres, quand vous entendez la gauche, Hollande et compagnie, aucun n'a de programme. Franchement, aucun n'a de programme. Voilà. Ça, c'est sûr que le Front National elle-même depuis des années. Ça, en même temps, ils sont assez fidèles à leurs idées. Ça, y a pas de problème. Je voudrais revenir. Vous avez pas pour Marine Le Pen. Ouais. Non, mais bien sûr, mais c'est votre conviction. Mais on vous juge pas. La démocratie, je peux dire ce que je veux. Mais Mercedes, elle me fascine parce qu'elle a quand même. Elle dit des trucs qui sont vrais. Vous parliez de mots et merveilles tout à l'heure, Mercedes. Vous disiez Nicolas Sarkozy nous a menti finalement d'une certaine manière en 2007. Il a promis plein de choses et c'est vrai quand on regarde, il avait utilisé des choses très populistes. Hein. On a expliqué tout à l'heure ce que c'était. Il y avait par exemple l'histoire du Karcher quand il est allé dans une cité en Seine-Saint-Denis dire on va tout nettoyer au Karcher. Allez y faire un tour. On en parlait l'autre jour. Ça n'a pas été nettoyé au Karcher. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a même pas eu un coup de peinture. Et en plus il y a eu l'histoire des SDF, il avait promis cette chose insensée là de dire dans 2 ans il y aura plus un SDF dans la rue. Des mensonges. Et moi ce que je trouve honteux, c'est qu'à notre époque, en France, il y a de l'argent. Le problème c'est qu'on ne distribue pas à qui il faudrait. Je m'excuse, je suis comme ça. Et quand vous voyez des gens qui en ce moment dans la région où je suis, et que vous voyez des gens qui sont dehors avec la pluie ou la chaleur, ça m'écoeure profondément. Voilà. Et bon voilà, je ne suis pas politicienne, mais il y a beaucoup Alors moi je vais vous dire, aux prochaines élections, je ne voterai ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour l'extrême gauche, ni pour l'extrême droite. Parce que quand vous voyez Eva Joly aussi, les âneries qu'elle raconte, excusez-moi, c'est mon droit d'avoir mon opinion. Elle dit n'importe quoi, cette bonne femme aussi. Quand tout à l'heure vous l'avez reprise pour, par exemple, l'affaire DSK. Bon là, je me noie peut-être un peu, mais moi j'ai honte pour cet homme et pour sa femme et pour tous ceux qui sont d'accord avec lui. Ce qui voudrait dire que quand on a de l'argent, on s'en sort à bon compte. Et voilà. Ah oui, si. Bah, c'est un peu la justice. Attendez. Il a pas payé la justice pour que la justice américaine l'innocente. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a donné beaucoup d'argent pour payer sa caution, pour payer son loyer, mais il a pas payé la justice. C'est le vrai problème. Pendant quelques semaines, on nous a pris la tête, excusez-moi, avec DSK. Alors qu'il y a tellement de problèmes plus graves. Par exemple, les mutuelles qui vont augmenter, la Sécu qui rembourse de moins en moins. Moi, je suis une très grande malade. Hein. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de maladies. Eh ben, je sais pas comment bientôt je vais pouvoir me soigner. Je ne sais pas. Ça, c'est des problèmes. Moi, j'ai des enfants, elles n'ont pas de travail à ce moment. Ça, c'est des problèmes. Et quand on nous vaccine avec Carla Bruni qui va avoir un enfant, mais tant mieux pour elle. Mais qu'on aurait tant mieux. Non, mais tant mieux pour elle et tant mieux pour lui. J'ai envie de dire politiquement également, parce que il nous refait le même coup à chaque fois. Voilà. Rendez-vous compte quand même que Cécilia Sarkozy avait dit à son mari bon allez, je vais quand même aller jusqu'au bout avec toi. Je vais faire en sorte que t'aider à ce que tu sois élu. Et juste derrière, elle s'en va. Mais quand on voit ça à la télévision, quand même, on a d'autres problèmes, monsieur. C'est terrible. On a d'autres problèmes comme les problèmes quotidiens de la vie. Oui, mais ça marche. Ça fait voter les gens. Oui, c'est ça. C'est terrible. Je vais vous dire, il y en a beaucoup, ce sont des moutons. Ben moi, je suis pas comme ça. Alors, Mercedes, il y a du monde, au standard. Oui, Mercedes. Écoutez, merci de m'avoir bavard. Et voilà, la communication, il n'y en a nulle part. Alors, je voudrais qu'on accueille... Je voudrais qu'on accueille Jean. Bonjour, Jean. Bonjour, Fred, alors. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, alors, pourquoi voter le Front National, par exemple? Pour essayer de donner un avenir à nos enfants. Ça serait peut-être possible, à la rigueur. Moi, j'ai 47 ans et je me dis que je suis périmé, comme beaucoup de Français, parce qu'on est tous tondus. Mais il se passe rien. Si on essaie peut-être autre chose, parce que si on regarde quand même un peu l'histoire, on se rappelle à un moment donné, il y a un certain Jean-Marie Le Pen qui passe au 2e tour. Et alors là, la France entière se met à voter pour Jacques Chirac. Arrêtez de rigoler. Et même les socialistes se mettent à voter pour la droite. Et c'est le folklore. Il nous faut Coluche, là. Vous en avez pas un qui puisse nous sortir de derrière les fagots, là, pour nous faire rire un peu, ou dire un peu les choses plus clairement. Ça veut dire que ce jour-là, vous avez regretté finalement que les Français n'aient pas assumé leurs idées, quoi.
Ben oui. Bon, mais c'est une grande tradition française. Non, les Français ont assumé leur idée ce jour-là. Ils voulaient pas de Jean-Marie Le Pen comme président. Donc les Français ils l'ont quand même mis au deuxième tour. Hein. Oui, mais ils n'en voulaient pas comme président, donc ils n'ont pas voté pour lui au second tour. Ils ont voté Jacques Chirac. Enfin, en même temps, moi je trouve on nous a forcé un petit peu la main, hein, quand tous les partis politiques se donnent la main d'un coup pour dire. Mais le résultat, Michel le prouve, 82%. Oui, mais personne n'était obligé d'aller aux urnes. Bien sûr, mais personne n'a s'abstenir. Bien sûr, mais on a voté tous Chirac pour éviter que le Front National arrive, mais pas pour le programme de Chirac. Non, mais c'est parce qu'on a assumé nos idées en ne voulant pas que Jean-Marie Le Pen soit président de la République. Oui, mais il y a eu aussi assumer nos idées. Oui, mais reconnaissons aussi que les médias à l'époque, que tous les partis politiques également étaient main dans la main, un unique discours. Même les journalistes, on comprenait à demi-mot qu'il ne fallait pas voter pour Le Pen. Bonjour l'objectivité à l'époque, hein, quand on se dit journaliste objectif, en tout cas. Ouais. C'est arrivé à d'autres moments que les gens se sont abstenus, au contraire. En 69, par exemple, au second tour entre Pompidou et Poher, blanc-bonnet, bonnet blanc, il y a un gros tiers de l'électorat qui s'est abstenu. Ce qui n'était pas le cas lors du duel Le Pen-Chirac. Les gens ont assumé leur opinion. Comme dit Monsieur Mazet, on a été endoctrinés. Mais on n'est pas obligé d'être endoctrinés. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Je vais vous dire, avec le pouvoir des médias et de la télé, on vous fait dire n'importe quoi. Oh non, parce que c'est pas les médias qui font les élections. Ce ne sont pas les médias qui font les élections. Je suis pas d'accord là, Michel. Alors là, excusez-moi, Michel, mais la politique sans les médias, franchement, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est arrivé plein de fois que l'opinion ne suive pas la pensée dominante des médias. Par exemple, c'est pas pareil. Mais les médias contribuent quand même à nous faire voter. Par exemple, lorsque tous les médias dominants faisaient campagne pour Édouard Balladur, les médias dominants se sont plantés puisque Balladur n'est pas arrivé au deuxième tour. Bien sûr, mais il y a des chaînes de télévision qui prennent ouvertement position, alors plus ou moins ouvertement. Et TF1 faisait campagne pour Balladur et ils se sont plantés. Ce qui veut dire que le média ne peut pas tout, mon cher Eric. Le média ne peut pas tout. Il peut influencer, mais il peut pas. La campagne sur l'insécurité de Jacques Chirac en 95, c'est TF1 qui l'a lancé avec ce fameux reportage, on s'en souvient tous, ce vieil homme brûlé dans sa maison, c'était à côté d'Orléans. C'est de là que c'est parti. C'est d'une chaîne de télévision et la première en France que c'est parti. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça pourrait remarcher exactement, malgré d'ailleurs le tintamarre qu'on fait autour de l'insécurité, qui est soi-disant a beaucoup grandi depuis le Moyen Âge. Hein. Ouais. On va continuer à en parler parce que c'est vraiment passionnant. Oui, Jean, on va être obligé de faire la pub. Jean, je suis obligé de faire la pub. On vous reprend juste derrière. On accueillera Fred, Monique, Julien, Pierre-Henri, Véronique, André. Il y a du monde au standard. Et on fera un point sur le sondage dans un instant. Quelle com politique vous parle le plus? Celle de la droite, celle de la gauche? 36-28, vous dites Sud Radio. Et en parallèle, on parle aussi du Front National. Beaucoup depuis tout à l'heure. Sud Radio, Mazet, Cardoz, liberté de parole. Exprimez-vous. Et vous êtes 59% à nous dire que la meilleure com politique, c'est la gauche qui l'a fait. Vous continuez à donner votre avis, sudradio.fr et au standard bien sûr 36-28 et vous dites Sud Radio. On va accueillir Fred, bonjour. Ouais, salut les gars, ça va ou quoi? Bon ouais, toi. Que du bonheur. Bah moi ça me fait vachement plaisir parce que je suis un fan de Michel Audiard et vous savez ce qu'il en pensait à l'époque. Michel Audiard disait qu'on prenne la gauche, la droite, le centre, l'extrême. Les deux extrêmes, il n'y en a pas une qui va marcher. Et Jean Gabin répondait toujours, oh ouais, je vais te dire mon gars, quoi t'as voté quelque chose, je ne voterai pas. Et quant à savoir si mon avis politique est d'un coin ou d'un autre, moi il n'est pas vraiment d'un coin. Le seul coin où il est, c'est de me dire, est-ce qu'on aura les intelligents au pouvoir à de ces quêtes pour nous envoyer successeur de Laurent Gérard. Alors les intelligents, on les a toujours pas vus. On a eu les grandes écoles, mais on n'aura pas les comiques. Alors ouais, je vais vous dire une chose, les petits. Il faudrait peut-être un peu taper dans la butte et aller les chercher, ces intelligents. Et leur donner le pouvoir. Ouais. Et je salue tous mes potes du Mermoz et que je salue bien fort. Très bien. Voilà, merci beaucoup. On va accueillir Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Nous appelez pas au standard s'il vous plaît pour faire un concours d'imitation, hein, s'il vous plaît. Pas la peine. Julien. Oui, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Alors vous êtes plutôt socialiste, hein, si je comprends bien, mais vous pensez que la meilleure communication politique, ceux qui vous convainquent le plus, c'est la droite, hein? Clairement, force est de constater que c'est la droite qui a la meilleure communication et depuis déjà un petit moment. De toute façon, vous l'avez dit vous-même, hein, Nicolas Sarkozy a été élu. Ouais. S'il a été élu, c'est pas pour rien.
Oui, mais une communication, ça doit être à long terme. Quand aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a encore des SDF dans la rue, pour reprendre les arguments de tout à l'heure, et que rien n'a été fait dans les banlieues, sa communication aujourd'hui, elle tombe, et on le voit bien dans les sondages d'opinion. Les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec l'action du président de la République. Mais on n'est pas encore aux élections. Et c'est là toute la chose. Vous disiez tout à l'heure qu'une bonne communication, elle est basée sur un bon programme. Et vous avez dit... je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr qu'une bonne, une bonne communication soit basée sur un bon programme, parce que la communication, justement, ça sert aussi à faire passer un mauvais programme. C'est tout le discours du Front National. Et on est bien d'accord sur ce point-là, effectivement. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, tous les programmes, ils sont gris, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, que ce soit au centre, en fait, il n'y en a pas. Et ce que la droite a réussi depuis les dernières élections, si c'est pas depuis avant, c'est non plus à nous faire voter pour des programmes, mais à nous faire voter pour des gens et pour des hommes. Il n'y a qu'à voir la pipolisation des politiques aujourd'hui. On ne vote plus en France pour des programmes, on vote pour des gens. Voilà, on vote pour des hommes. Et donc pour ça, la droite, ils sont très très forts. La preuve, ils ont réussi à nous faire oublier qu'il pouvait y avoir des programmes derrière ou qu'il pouvait y avoir des idées. Et on vote pour quoi? On va voter pour des gens qui passent dans Paris Match ou Gala. Marine Le Pen, elle a fait, Michel, je voulais encore vous faire écouter un extrait. Elle a fait une erreur de communication énorme. C'était il y a 3 mois, au début de l'affaire DSK. Elle a été interviewée, bien sûr, à la télévision. C'était le lendemain. On était vraiment tout le monde à chaud, comme ça, que ce soit les journalistes ou les politiques. Et Marine Le Pen s'est exprimée seulement. Ce jour-là, elle a fait quand même une grave faute politique, parce que l'histoire ne lui a pas donné raison. Écoutez. La vérité, et tout le monde le sait, c'est que Paris bruisse depuis des mois, sinon des années, dans les milieux politiques ou journalistiques, de la relation assez pathologique qu'entretient M. Strauss-Kahn à l'égard des femmes. Certains pudiquement appellent ça une fragilité, d'autres une addiction. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité qui fait que l'information de ce matin, si vous voulez, ne m'a pas fait tomber de ma chaise. Voilà, donc c'est l'exemple type où ce que vous appelez la boulette de communication, c'est-à-dire l'emploi du mot pathologie et l'addiction sexuelle, et l'appui sur la rumeur, ce qui est insupportable. C'est vraiment insupportable. Quand on est une femme ou un homme qui raisonne, l'appel à la rumeur et l'appel au mot pathologie et addiction, c'est insupportable. Sans fondement. Sans aucun fondement. Cela dit, ça révèle aussi peut-être la pulsion de la pensée de Marine Le Pen, qui est du programme d'ailleurs du Front National, qui est basé sur le rejet de l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre ne plaît pas, quand on veut le condamner, alors on le rejette dans le camp de ceux qui sont infréquentables. Et c'est une erreur politique grave quand même, parce que si un jour elle est présidente de la République, eh bien, elle nous rejettera. On doutera quand même beaucoup de sa notion de la présomption d'innocence quand même. Elle rejettera surtout ceux avec qui elle ne veut pas qu'elle ne veut pas fréquenter. Alors c'est la haine des étrangers, la haine de celui qui est différent, la haine de celui qui s'appelle Abdou au lieu de s'appeler Marcel, ou s'appeler Maurice au lieu de s'appeler Moïse, alors que c'est le même. Il y a des gens mouloudes aujourd'hui, hein. Là, elle va être dans la merde quand même. Absolument. Et à mon avis, cette haine qui transparaît là dans l'emploi du mot pathologie, du mot addiction, alors qu'elle n'en sait rien naturellement. Bien sûr. Bon, voilà. Et que en tant qu'avocate en plus, elle aurait dû. C'est incroyable quand même ce jour-là sur la présomption d'innocence. Là, c'est la politique d'extrême droite qui rejette l'autre, qui rejette celui qui est différent, qui rejette celui qui pense différemment et qui peut être dangereux pour soi-même, qui a ressorti dans ce lapsus, dans cette petite faute. Alors beaucoup d'auditeurs sont en train de nous appeler au 36 28. Vous dites Sud Radio. On va accueillir Pierre-Henri. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Pierre-Henri. On vous écoute. Ah bah non, on s'écoute pas. Pierre-Henri, vous êtes là? Écoutez, actuellement, on voit ce véritable désarroi qu'il y a dans l'opinion. Tout ce que vous dépeignez là le témoigne. Oui, c'est vrai. Et alors? Et actuellement, le français, beaucoup, je crois 52% des Français qui ne parlent de ne pas voter. C'est quand même énorme. Le danger, l'abstention. Vous avez l'abstention, voilà, l'abstention. La pantalonnade ne fait pas voter. Le mensonge ne fait pas voter. Il conduit quelquefois à l'abstention. Vous avez raison. Voilà.
Enfin, en l'occurrence, les mensonges de Nicolas Sarkozy ont fait voter pour lui. Mais peut-être que ça conduira à l'abstention, notamment dans les quartiers où le Karcher... Ouais, parce qu'on est moins dupes aujourd'hui, j'ai l'impression. Les Français, notamment les jeunes générations, sont très aguerris en ce qui concerne la communication. Ils ne sont plus dupes. On peut plus leur faire le coup de l'interview au coin du feu, le coup du Karcher, le coup des SDF, tout ça. Essayez de compter. Un jour, on demandera par exemple à nos auditeurs quels sont ceux qui s'apprêtent à ne pas aller voter. Il y a beaucoup de nos auditeurs qu'on a entendus aujourd'hui qui s'apprêtent à ne pas aller voter parce qu'ils ne veulent pas choisir. Voilà, c'est vous qui le dites. Donc, et ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. C'est pas moi. Hein, oui, non, mais je vous crois, alors, je crois écoutez, les sondages. Moi, vu ce constat de fait, qu'est-ce qui se passe de cette incrédibilité qu'ont les électeurs, notamment de la gauche en ce qui nous concerne? Nous avons actuellement une campagne. Qu'entend-on? Par exemple, Madame Aubry nous parlait de la croissance, nous parlait de la consommation. Oh ben aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Aujourd'hui, mais en même temps, c'est important qu'elle en parle. Non, mais mais c'est pas ça le problème. Le problème du français, c'est quoi? C'est son porte-monnaie. La très mauvaise... Ça passe par la croissance et l'emploi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça passe pas. Là, vous parlez comme la droite, là. Alors attendez, on va continuer à parler communication. Restons sur l'image. Aujourd'hui, on aura l'occasion, bien sûr, de rentrer dans les... Je peux donner un exemple de communication là, qui s'est passé il y a quelques heures à cette fameuse université d'été du Parti socialiste. La seule déclaration qu'on retient de Martine Aubry, c'est la phrase où elle a mis en cause la gestion du parti par François Hollande. Quand je suis arrivé, le Parti socialiste faisait pitié. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire, c'est ce qui va faire le buzz aujourd'hui et demain matin dans les radios, dans les télévisions, dans les grands médias, et parce que François Hollande évidemment se fâche parce qu'il a été mis au lieu de combattre François Hollande ou de discuter le programme de François Hollande ou les différences dans le Parti socialiste, Martine Aubry dit il m'a laissé le parti dans un sale état. Voilà, ça c'est l'exemple même de la communication désastreuse, mais qui va peut-être marcher à l'intérieur du Parti socialiste. Parce que ce qui embête Martine Aubry, c'est que François Hollande est devant elle dans les sondages. Alors on fait un petit point sondage, justement, le sondage de l'émission. Quel est le camp politique? Attendez, je commence une phrase, donc je vais la finir. Quel est le camp politique qui a la meilleure com? Eh bien, vous êtes 60% à dire que c'est la gauche encore, pour l'instant, donc continuez. Je trouve ça ahurissant. Ahurissant, ouais. 36-28, venez nous expliquer pourquoi, parce que alors moi je trouve honnêtement que la communication de la gauche, d'ailleurs dans son ensemble, que ce soit la gauche socialiste ou la gauche, le NPA et les partis d'extrême gauche, c'est d'une ringardise quand même incroyable. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. 36-28. Terne. Bien sûr, bien sûr. Et puis pour revenir au débat de tout à l'heure sur le Front National, moi j'aimerais bien, je l'avoue, c'est au fond de moi, j'aimerais bien. Je sais pas si c'est responsable de le penser, je sais pas si c'est responsable de le dire, mais j'aimerais bien voir un jour le Front National aux affaires. On ne les a jamais vus. Finalement, on ne sait pas. Il y a eu très peu de gens qui ont été élus au Front National, ou alors quand ils sont élus, on essaye de les joindre, on les trouve pas. Je n'aimerais pas les voir. Moi j'aimerais bien. Non, mais moi je n'aimerais pas, non pas à cause de leur programme économique, social, politique, etc., mais à cause de la haine. Je n'aimerais pas que, au pouvoir, il y ait des femmes et des hommes qui portent la haine contre d'autres. Oui, mais si les Français le veulent. Non, mais ça, si les Français le veulent, je ferai avec et je m'inscrirai contre, naturellement, comme sans doute d'autres. Mais avant que ça arrive, vous permettez quand même, vous avez envie que ça arrive pour voir ce que ça donne. Moi, je n'ai pas envie que ça arrive. Je n'ai pas envie de faire l'expérience de la haine, parce que autant je peux ne pas être d'accord du tout avec tel ou tel homme politique. Tel ou tel homme politique avec lequel je ne suis pas d'accord ne porte pas la haine de l'autre. Voilà. Je trouve, par exemple, Sarkozy, aujourd'hui, il est en Nouvelle-Calédonie et il s'adresse aux Kanaks et aux Calédoniens d'origine française. Et il leur dit, écoutez, les amis, il faut vous arranger entre vous, il faut que chacun fasse des compromis. Ça veut dire qu'il ne porte pas la haine en lui. Comme Michel Rocard quand il a conclu la paix en Nouvelle-Calédonie. C'est des gens qui ne portent pas la haine en eux. Et je pense que les dirigeants du Front National portent la haine en eux, la haine de l'autre. J'aimerais bien aussi, tiens, vous voulez réagir aux propos de Michel Cardoz, qui s'exprime. Vous nous appelez au 36-28, vous êtes d'accord ou pas, vous nous appelez et bien sûr on vous accueillera à l'antenne. J'aimerais aussi, avant la fin de l'émission, qu'on parle de la communication des écolos en France, parce que c'est encore chemise à fleurs et grosse moustache. Vous n'aimez pas l'accent d'Eva Joly. Non, j'ai pas l'accent d'Eva Joly, mais je trouve que ça sent encore un peu le patchouli, la communication politique des écolos en France aujourd'hui. On va écouter, j'ai rien contre les moustaches, Michel, parce que sinon vous me feriez la
tête. Mais ceci dit, on en est encore chemise à fleurs, un peu moustache ou alors chemise à carreaux, vous savez. Pour moi, c'est vraiment l'endroit politique où il n'y a pas de communication. Vous parlez... je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de patchouli, oui, bien sûr. Vous pensez que tout ça, ce sont des 68 heures. Écoutez, quand vous discutez avec eux, ça sent un peu le chichon, si vous voulez. Hein, on en est encore un petit peu là. Par rapport à d'autres pays. Vous voulez parler du saucisson? Voilà, du saucisson. Bio, quand t'as fumé, c'est pas bon le saucisson. J'ai déjà essayé. Non, ça va pas. 17h29, on fera un point sur le sondage dans un instant. Vous nous appelez au 3628. Il nous reste une demi-heure. Faites péter le standard. C'est vous qui le dites. Liberté de parole. Liberté de parole. Mazet, Cardoz. Sur Sud Radio. Merci d'être avec nous à 17h31 Sud Radio. Bien sûr, vous accueillons encore là pendant une demi-heure à débattre. C'est un débat passionnant depuis tout à l'heure 17h. On parle de la communication politique, c'est-à-dire l'art finalement de nos politiques de vous convaincre, en gros, si on veut schématiser, de voter pour eux. Qui est le meilleur dans le domaine? La droite, la gauche? Eh bien, vous êtes 58% à nous répondre la gauche, alors qu'au début de l'émission, vous étiez 88% à nous répondre la droite. Comme quoi l'émission sert à quelque chose. C'est peut-être un effet de l'été, parce qu'on a peu entendu les leaders de la droite pendant cet été, alors que depuis plusieurs semaines, la gauche occupe le devant de l'estrade. C'est peut-être un effet. Dès que Jean-François Copé va revenir sur l'estrade, peut-être que on trouvera meilleur. Je ne suis pas un partisan de Jean-François, mais voilà. J'ai une autre question à poser à nos auditeurs. Peut-on être musulman et voter Front National? 3628, vous dites Sud Radio, et on va accueillir Athème. Bonjour. Bonjour Athème. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien. Athème, vous êtes d'origine algérienne, c'est ça? Tunisienne, vous êtes musulman, vous êtes de confession musulmane, vous avez 28 ans, et vous votez Front National. Eh ben, pour les prochaines élections, je pense bien. Parce que bon, on a beau regarder la gauche ou la droite, la communication, comme vous en parlez, c'est lamentable. Peut-être la droite, elle s'en sort un peu plus que la gauche, je dirais, sur ces 5 dernières années. Au-delà de ça, la Front National, ils sont attaqués. À chaque fois qu'on voit Marine Le Pen... Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme du Front National? Comme vous l'avez dit en début d'émission, les mots qui sont employés, c'est du vocabulaire à tout le monde. Et puis on part directement sur le bon français. Donc on parle sur son budget, on parle sur sa vie sociale, on parle sur l'insécurité, et c'est ce qui plaît aux Français. Oui, mais enfin, Athème, il y a quand même une stigmatisation depuis des dizaines d'années du Front National contre la communauté musulmane. L'islamisation, moi j'ai entendu sur cette antenne des gens du Front National qui étaient interviewés chez nous parler du danger de l'islamisation à outrance. Ces affiches que vous voyez collées dans les rues de Marseille, par exemple, où il y a du sang, on essaie de faire peur aux gens. Je comprends pas que ça vous attire, ça, vous qui êtes musulman, Athème. Depuis le 11 septembre, malheureusement, je pense que la cote chez les musulmans, elle a bien baissé. On est des milliards de confessions musulmanes sur la planète, et je pense que ça changera pas. Même en France. Mais depuis le printemps arabe en Tunisie, en Égypte et ailleurs, la tendance peut s'inverser tout de même. Il n'y a pas que des terroristes. Croisons les doigts. Moi, je suis c'est réel, le seul point négatif que je trouverais sur le Front National, c'est à ce niveau-là. Mais après, au niveau de tout ce qui est politique par rapport à ce qu'on en parle, mais tenir la route. Après, cette stigmatisation des musulmans depuis des dizaines et des dizaines d'années de la part du Front National, ça vous touche pas? Vous avez pas un peu l'impression, par exemple, de trahir votre confession quand vous dites je vais voter Front National? Trahir, je vois pas pourquoi je la trahirais. Maintenant, comme je le disais, pour ce que je viens de vous dire, pour la stigmatisation vers les musulmans. Stigmatisation, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle est là, la stigmatisation. Elle est là, la stigmatisation. La stigmatisation, la burqa, que ça soit de gauche ou de droite, ils étaient tous contre. Donc ça changera rien, que ça soit Front National ou pas. De toute manière, dans tous les partis politiques, on pointe plus ou moins les musulmans. Oui, mais Athème. La prière du vendredi, lorsqu'on l'a fait dehors, de toute manière, tout le monde nous pointe dessus. Alors que Marine Le Pen, elle l'a dit. Elle vous tombe dessus. Elle a repris d'ailleurs des occupations étrangères. Voilà, exactement, de l'UMP. Mais moi, j'arrive pas du tout à vous comprendre, Athème. Honnêtement, je suis peut-être un petit peu. La stigmatisation, elle dépasse la religion. Mais bien sûr. Elle est celle de l'étranger, celui qui est différent. Exactement. Attendez, je vous donne un exemple, Athème. Parce que le Front National, il n'y a pas que le Front National. Il y a des tout petits mouvements qui sont annexes et qui sont beaucoup plus durs que le Front National. Et vous savez ce qu'ils organisent? À Bordeaux, c'était l'an dernier, ils sont
sont allés dans une cité à 6h du matin, ils ont mis comment on appelle ça, une baffe, une enceinte sur une petite camionnette, ils ont diffusé l'appel du Médecine comme dans les pays musulmans, et ils ont dit aux gens, regardez, écoutez, c'est ce qui vous attend quand le monde sera envahi par les musulmans, et la France en particulier. Ça se passait à Bordeaux. Comment, à Thème, vous pouvez avoir des idées qui vont vers le Front National, vers les partis d'extrême droite, quand vous entendez ça? Alors moi, je reviens à dire, on parlait d'abord de la communication. Je parle sur la communication, c'est Marine Le Pen. Mais ça, c'est de la communication pure, ça c'est aller dans les cités pour diffuser l'appel du Médine, c'est de la communication. Pour faire croire qu'on entendra le muezzin à 4h du matin. C'est comme chez nous, chez les musulmans, on a malheureusement des intégristes. Ça, ce sont des radicaux de l'extrême droite. Mais vous êtes une sorte d'intégriste chez vous, à Thème. Vous êtes une sorte d'intégriste chez vous, à Thème, parce que parmi vos copains musulmans, vous devez pas quand même pas être nombreux à voter pour Marine Le Pen. Ah non, mais non, bien sûr que non, mais on en parle. Lorsqu'on parle sur la communication, le Front National, bien sûr, ils font du buzz. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen, il s'est retrouvé face à Jacques Chirac. C'est pas pour rien. Oui, mais faire le buzz, ça veut pas dire que c'est un bon programme. Est-ce que vous connaissez le programme du Front National, à Thème? Non, là, je le suis. Parce que je suis en train d'écouter. Ouais. Ah bon. Ouais. Vous savez qu'ils veulent rejeter tous les étrangers. Hein. Oui, mais voilà. D'abord, moi je me rappelle en 1984, Michel, vous vous souvenez certainement de cette émission, L'heure de vérité, avec Jean-Marie Le Pen, qui avait dit quelque chose d'immonde. Il avait dit pourquoi on remet pas tous ces gens-là sur les routes. Vous savez, l'exode, les étrangers, on va pas les raccompagner en avion, on va les mettre sur les routes et puis ils vont rentrer chez eux. La fille qui n'est pas si différente du père, bien sûr, est allée à Lampedusa pour expliquer qu'on ferait mieux de les remettre sur les bateaux pour les envoyer justement en Tunisie ou en Libye, qui sont les deux pays les plus proches de l'île de Lampedusa. D'ailleurs, en ce qui concerne les sans-papiers, par exemple, c'est un autre débat. On aura aussi l'occasion d'en débattre. Mais enfin, de toute façon, on voit bien que l'UMP, Nicolas Sarkozy, a repris les idées du Front National, puisque c'est quand même, je vous rappelle que l'objectif au départ, c'était 25 000 expulsions par an, et qu'ils sont très contents aujourd'hui de pavoiser en disant, c'est plus 25 000, c'est 30 000 maintenant. Et quand on entend Claude Guéant, il dit, si on peut faire plus, c'est encore mieux. C'est inhumain, complètement inhumain, que la France assume enfin ses immigrés, et le Front National aussi doit l'assumer, parce que c'est le passé de la France, et aujourd'hui il faut faire avec, plutôt que de renvoyer les gens chez eux, se faire tuer par exemple. Enfin, bon. Eric, c'est non seulement le passé, mais le présent et l'avenir. Un pays ne peut se régénérer qu'en accueillant les autres. Regardez les annuaires du téléphone, dans n'importe quel département, vous allez voir des noms d'origine italienne, des noms d'origine espagnole, des noms d'origine de toutes les origines, qui se sont mêlés des noms d'origine turque, corse, est-ce que je sais moi, et qui se sont mêlés pour former cette nation où nous avons tous des origines différentes. On peut manger des pâtes italiennes à Villerue, à la frontière de Meurthe-et-Moselle. Pourquoi? Parce que les mineurs étaient italiens. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et la politique envers les sans-papiers, et je l'assume haut et fort, ce que je dis, est une politique de facho. Voilà, c'est clair et net. Une politique d'exclusion. D'exclusion et une politique de facho, disons les mots. Ça graisse la patte aux plus extrémistes de l'ancien RPR et de l'actuel UMP. C'est purement dégueulasse. On ne se rend pas compte dans quelle merde on met les gens quand on les renvoie dans leur pays. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que Brice Hortefeux, quand il a eu le premier poste de ministre de l'immigration et du développement, c'est-à-dire que le principal objet de son travail, c'était normalement d'aller dans les pays d'Afrique, par exemple, et d'aller développer pour que les sans-papiers reviennent chez eux dans de bonnes conditions. Rien n'a été fait. C'est pareil qu'en 2007, ça n'a rien changé. Donc ils retournent où, ces gens-là? Ils retournent dans leur pays. Au mieux, ils retournent dans la famille. Au pire, ils se font tuer parce qu'il y a des guerres ethniques et on les prend pour des traîtres. C'est criminel et c'est une politique de facho, la politique envers les sans-papiers menée par Nicolas Sarkozy. Si vous n'êtes pas d'accord, vous m'appelez, tiens. Voilà. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, Michel. Non, mais c'est un emportement que j'aime bien chez vous. Voilà. Je n'aime pas tout chez vous, vous le savez bien, Eric, mais cet emportement-là, je l'adore. Ah bon, d'accord. Je pourrais même y ajouter une espèce de petite calcul arithmétique, parce qu'on a parlé du chiffre et des joies de monsieur Guéant qui dit, oh là là, ça va être formidable. Vous savez comment il fait? Il expulse les Roms, qui sont des Européens comme vous et moi, qui ont le droit de circuler dans l'espace européen. Alors, on leur donne 300 € pour repartir, et quand
quand ils reviennent au village, ils font tout pour revenir. Là, vous parliez de Bordeaux tout à l'heure. À Bordeaux, on a expulsé toute une série de familles roms d'origine roumaine. Ils vont revenir. Et ils l'annoncent qu'ils vont revenir parce qu'ils en ont le droit de revenir. Ils ont le droit de vivre dans n'importe quel pays européen. Ouais. On va prendre Raymond, si vous le voulez bien, Michel. Bonjour Raymond. Ah, bonjour, ici. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de parler à la radio, je suis un peu intimidé, ne m'en veuillez pas. Non. Voilà. Moi, je vous cache pas mes opinions, je suis Front National. D'accord. Je suis un homme très raisonnable, je suis juriste de profession, et je n'ai jamais varié dans mes opinions. J'estime que qu'est-ce que vous voulez? Il faut permettre à tout. J'entends beaucoup de haine, de gens éructés contre le Front National. C'est toujours très désagréable. Mais ces gens-là, comme vous l'avez vous avez presque la même voix que Bruno Gollnisch. Bon, je vous le dis au passage comme ça. Ah, ça me fait plaisir. Enfin, ça m'étonne pas, ça. C'est pas méchant. Ah non, non, c'est pas méchant. Je ne veux pas parler dans la haine et les éructations. Et je pense à mon pays avant tout. Et je pense que mon pays doit accueillir les étrangers parce qu'on en a bien besoin. Mais voyez-vous, nous. Alors là, il va falloir m'expliquer pourquoi vous votez Front National alors. C'est pas le programme de Marie, là. On peut en avoir besoin, mais à condition. Vous savez, par exemple, j'habite un endroit, je ne vous dis pas où, nous sommes entourés d'Italiens, qui sont venus à une époque où l'agriculture avait besoin de bras, et jusqu'en 1950, même sous la 4e République, qui n'avait rien de fasciste, parce que vous n'avez que ce mot à la bouche, excusez-moi. Excusez-moi, moi je suis comme vous, Raymond, je dis ce que je pense, oui, c'est une politique de facho, bien sûr. Mais pour qu'ils viennent, ils ne pouvaient pas arriver en France comme ça, on accueillait tout le monde. Il fallait qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un contrat de travail, et puis on regardait s'ils étaient en bonne santé. Et ils ne bénéficiaient pas d'aide à droite et à gauche. Ils ont travaillé dur et ils ont fini par acheter les propriétés sur lesquelles ils travaillaient. D'accord. Mais qui sont, Raymond, qui sont les étrangers en France qui posent un problème pour vous? Écoutez, vous avez des gens qu'on accueille un peu trop facilement. C'est-à-dire? Au nom du droit d'asile, et ils viennent un peu de partout, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des ministres socialistes à une époque, Et, non mais répondez-moi, qui sont les étrangers qui gênent le plus en France? Quels sont ceux que vous voulez rejeter à la mer? Voilà, quels sont ceux que vous voulez renvoyer chez eux? Voyez comme les Américains. Écoutez, prenez l'exemple de pays comme les États-Unis, comme le qui ont Danemark, besoin de l'immigration, qui ont besoin de l'immigration, bien sûr. L'Union européenne. Non, on est un peu innocent. Mais répondez à la question, Raymond, parce que là, vous êtes vraiment du Front National. Vous répondez jamais aux questions. Raymond, quels sont les étrangers qui vous gênent le plus en France? Soyons clairs. Est-ce que ce sont les gens qui arrivent au nom du droit d'asile un peu trop facilement accordé? Oui. Et on n'a pas l'impression qu'il est accordé. Alors au nom du droit d'asile, on accueille des gens qui ne viennent pas pour travailler. Est-ce qu'il y a trop de Raymond? Est-ce qu'il y a trop, Raymond, de Maghrébins en France? Écoutez, je pense qu'il faut les accueillir pour le moment, mais à partir du moment où ils seront suffisamment nombreux, eh bien, ils ont toute une civilisation, une façon de faire, je vous le dis, qui est la leur. Je ne les critique pas, mais qui risque petit à petit, parce que c'est une religion c'est une religion. Voilà l'amalgame. Voilà l'amalgame. Comme le catholicisme. Raymond, depuis tout à l'heure, je vous dis quels sont les étrangers qui vous déplaisent le plus en France. Si vous arrivez sur les musulmans, vous faites un amalgame énorme. Ou les musulmans, les moldaves, tout ce que vous voudrez. Ne cherchez pas à me piéger. Là, tous ceux qui sont différents de vous. Il n'est pas question différent des gens. Vous avez la nostalgie de la France de Clovis ou quoi? Les Moldaves ne sont pas des gens différents de nous. Mais vous savez bien que la France a toujours accueilli. Ce sont des Européens. La France a toujours accueilli l'étranger. On a des frontières. Écoutez, on les accueille à condition qu'ils aient un contrat de travail et qu'ils soient en bonne santé. Non, le contrat de travail est d'une existence très récente. On va leur regarder les dents avant de... Faut pas nous prendre pour des... Raymond, vous allez rester là. Nous n'aurons pas toujours les moyens d'entretenir tous ces gens. Non, on ne les entretient pas, ils travaillent. Ils viennent chercher le pain des Français. Pas tous, Oui. Raymond, vous allez rester là, bien sûr. Vous nous appelez tous au 3628 pour réagir à ce que dit Raymond. Vous continuez à vous exprimer sur la question du jour, le sondage, la com politique. On en parle depuis tout à l'heure. C'est un débat passionnant. C'est toujours à combien? C'est toujours la gauche, mais je vais vous dire à combien dans un instant, Michel. Ah bon, d'accord. Et ça peut encore changer. Ça peut encore changer pendant la pub. D'accord. Mais je vais vous le mettre sous les yeux parce que sinon vous n'allez pas me croire. 17h45.
donc, le standard explose, continuez. Sud Radio, Mazet, Cardoz, liberté de parole. Exprimez-vous. Dans notre pays, le pouvoir de changer le monde. Demain, si nous le voulons, oui, tous ensemble, nous réussirons. La France. Oh, vous verriez Michel. Moi, je me la joue boîte de nuit, là. Oh, quel danseur. Badek. Moi, je suis un vrai. Écoutez bien cette chanson. Moi, j'ai débuté à la Caravelle à Villeneuve-sur-Lot. Toute la nation. Écoutez. Jacques Chirac. Maintenant, président. C'était en 1981, campagne de Jacques Chirac. Ça ne lui a pas réussi à l'époque. C'était incroyable. Alors on disait tout à l'heure, une petite erreur, parce que finalement les lignes d'up, comme on appelle ça maintenant, il le faisait déjà, lui, Jacques Chirac. Il avait sa petite chanson. Vous savez que tout ça a été copié sur les États-Unis et les conventions démocrates et républicaines. Mais sauf qu'on n'a toujours pas compris en France qu'on n'était pas des Américains, quoi. Hein. Oui, mais c'est à partir du début des années 70, lorsqu'un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait campagne politique, en copiant un certain nombre de choses qui venaient de l'élection de Kennedy en particulier, puisqu'il était appelé le Kennedyon à l'époque, par François Mauriac, qui l'avait brocardé. Donc il a introduit, par exemple, ces chants ces musiquettes qu'on met dans les meetings et dans les réunions pour que les types se chauffent un peu. Sauf que les Américains, eux, ils savent le faire. Hein. Franchement, quand on va regarder ça à la télévision, c'est autre chose. Déjà, il y a des dollars en plus. Les enjeux ne sont pas les mêmes et les programmes sont réellement différents. Entre le programme démocrate et le programme républicain, il y a de vraies différences. Et on sait que si les Tea Party, c'est-à-dire les républicains extrêmes aux États-Unis, parviennent au pouvoir, ils vont supprimer la réforme d'Obama, la timide réforme d'Obama sur le système de santé. Alors, en France, franchement, les différences sont moindres. Alors, on va accueillir Jean-Jacques. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, oui, vous êtes nombreux au standard, on va venir vers vous, ne vous inquiétez pas. Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Voilà ce qui m'amène. Alors bon, moi je suis, comment dirais-je, de droite, droite modérée, mais voilà ce qui m'amène. Moi, j'aurais un petit quelque chose à exprimer et à dire. On a le temps pour les auditeurs. Il y a une chose qui se passe, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce qu'ils recherchent pour moi, c'est le salaire. Il faut savoir quand même, je ne sais pas, tous les auditeurs là qui parlent ainsi de suite, en ce moment nous sommes, on peut dire en récession, je sais que c'est pas le thème, mais en fait je vais quand même vous le passer. Il faut quand même que les gens sachent qu'un député gagne... Alors on l'a fait, on a dit tous les salaires hier, c'était le thème de l'émission d'hier. Et ne pensez-vous pas, bon j'étais pas là à l'émission, ne pensez-vous pas qu'à l'heure actuelle, en temps de récession, comme il y a 3 ou 4 ans, il s'est augmenté de 10%. Oui, mais ça rejoint notre débat d'hier. On est hors sujet. On parle de communication politique aujourd'hui, d'image, l'image que donnent les partis politiques. Jean-Jacques, je voudrais qu'on accueille Nadine. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, la gauche donne une image de chiffonnier. D'accord. Et pourtant, les gens sont une majorité. On avait dit qu'on ferait un point sur le sondage. D'ailleurs, vous êtes 59% à dire que c'est la gauche qui a la meilleure, com politique. On va accueillir Nadine. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nadine. Je me présente, moi je suis Front National, mon père était russe, officier du Tsar d'ailleurs, maman était grecque et je suis au Front National parce que je défends le programme du Front National. Alors je vais vous dire, j'ai vécu en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Algérie après l'indépendance. Comme tous les électeurs du Front National, vous donnez vos alibis avant de développer, on y va. J'ai entendu. Allez-y. Et alors vous n'aimez pas les étrangers, c'est ça? Pourquoi je n'aime pas les étrangers? Mes deux meilleurs copains de travail. Parce que le programme du Front National tend à rejeter les étrangers et à promouvoir leur haine, la haine des différents. Non, mais ce que j'adore, Michel, c'est que à chaque fois qu'on entend des électeurs du Front National, ils commencent de la même manière. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que je pense, mais avant, je tiens à vous dire que mes amis, mes voisins, les gens avec qui je travaille sont des musulmans, des maghrébins. Mais par contre, je veux tous qu'ils rentrent chez eux. J'ai dit un Martiniquais et un Iranien. Alors, vous n'êtes pas raciste alors. C'est très bien. Non, mais c'est pour vous dire quand même que j'ai vécu, j'ai travaillé en Algérie après l'indépendance de 65 à 68. Tout allait bien. Je suis retournée à Blida de 76 à 78. J'ai abandonné mon travail en France pour suivre mon mari en Algérie. Là, je me suis présentée à l'ANPE comme 10 ans avant.
Et on m'a dit, écoutez madame, nous donnons priorité à une jeune femme algérienne pour travailler et non à vous, à une étrangère. Voilà. Oui, mais ça c'est la loi en Algérie, c'est pas le programme. Et j'ai trouvé cela, écoutez monsieur, en ce temps-là, j'étais pas Front National, hein, j'ai trouvé cela tout à fait normal et je leur ai dit, raison. Voilà, je dis maintenant si vous manquez de main d'œuvre dans un secrétariat, eh ben je vous remercie de m'appeler. Alors pourquoi vous votez Front National alors? Je vote Front National parce qu'il y a beaucoup de différences entre les Français, les Français de France et les étrangers dans les aides sociales. Et j'ai une fille qui avait à ce moment-là 5 enfants. Elle a eu moins d'aides sociales que sa copine tunisienne qui n'avait que 2 enfants. Ma fille sans mari au RMI, la tunisienne sans mari au RMI. Eh ben, a eu beaucoup plus d'aides sociales. Oui, ça c'est une erreur de l'administration. Je sais pas, j'y crois pas vraiment. Ouais. Le RMI, le RSA, c'est pareil pour tout le monde. Vous me traitez de menteuse, monsieur. Moi, ça me paraît étrange ce que vous dites. Ça me paraît étrange. Je peux vous le dire que l'assistante sociale qui a fait payer la facture de gaz, d'électricité par la mairie de la commune à la tunisienne. Hein, d'ailleurs, la tunisienne est naturalisée française et elle vote Front National. D'accord. Eh bien, elle a dit à ma fille, je vous... Il y a une espèce de salmigondie. Vous arrêtez de vous moquer des gens qui... Non, attendez, ici on dit tout, on est libre, on est libre aussi de nos éruptions aussi. Oui, non, vous n'avez pas le droit d'ironiser sur les gens qui vous parlent, hein. Ah, mais attendez, on fait ce qu'on veut. En même temps, voilà, c'est tout. On vous accueille sur l'antenne, on vous écoute, vous dites ce que vous voulez, mais laissez-nous aussi dire ce qu'on veut. Mais oui, mais c'est une discussion, quoi, comme à la maison. Ah non, vous devez laisser parler les gens. Ah, vous devez laisser parler les gens. Oui, et alors à quoi ça sert, pas parler les gens? Mais là, vous nous racontez un conte de fées. Vous racontez un conte de fées. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, voilà, les gens d'origine maghrébine ont plus d'avantages en France que les Français de France, c'est ça. Oui, bon. J'en ai la preuve, monsieur. Ben non, c'est pas une preuve que vous nous avez donnée. D'abord, on n'a aucune preuve sous les yeux. Ensuite, on peut pas faire une généralité d'un cas qui paraît complètement isolé. Alors, je vais vous dire autre chose. Je vis à 50% en Espagne. Ah, oui. Bon, j'écoute. Vous avez un alibi, alors. Écoute, arrêtez de vous moquer, monsieur. J'écoute Alger 3 et justement dans la semaine du 8 mai en 2008 sur Alger 3, Madame Alio-Marie est allée en Algérie et a donné 2 millions d'euros au gouvernement algérien pour faire des stages aux jeunes Algériens pour qu'ils ne deviennent pas voyous. D'accord. Bon, mais c'est plutôt pas mal, ça. C'est bien, ça. Non, mais attendez, on parle de faire des restrictions en France. Oui. Hein? Combien d'aides sociales, comme ça, sont données dans ces pays-là? Non, mais réfléchissez 2 secondes. Si on aide, c'est ce qu'on disait sur le développement tout à l'heure, si on aide justement les jeunes Algériens à être mieux chez eux, eh bien, ils viendront pas chez nous. Faut voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Et puis en plus, ça se base sur des échanges. Pas vraiment, non. 2 millions d'euros pouvaient très bien servir à faire des stages aux SDF en France, quelle que soit leur nationalité. Des stages aux SDF. Pour les remettre sur les rails, les réintégrer dans la vie sociale. Mais vous savez que les relations avec l'Algérie sont des relations paritaires, puisqu'on achète le lac et le gaz et le pétrole. Ces stages n'ont jamais été faits. Eh ben, en tout cas, vous voyez comme quoi on respecte la liberté d'expression, parce qu'on va arrêter. On vous a laissé parler. On vous a laissé parler. On vous a laissé raconter votre conte de fées. Exactement. Et il y a des diables. On vous a donné notre avis. Je vais vous dire autre chose, qu'en 2002, il y a eu plus de 500 journalistes, soi-disant du show business, qui sont passés au tribunal. Jean-Marie Le Pen les a tous envoyés au tribunal, dont beaucoup de vos collègues. Vous, je n'en sais rien. Ah, c'est ce qui nous attend alors. C'est ce qui nous attend si vous passez. Je comprends bien. On s'est mené une campagne en 2002 et les Français l'ignorent. Nous, les journalistes, serons les premiers visés. On le sait bien sûr. Je voudrais juste qu'on termine avec cette magnifique chanson. Ah bon? Le line-up de l'UMP avec Xavier Bertrand, avec Nadine Morano. Avec tous les grands ténors de l'UMP qui chantent
et qui se ridiculise sur cette chanson. C'est ça aussi la communication politique. Michel. La politique est un spectacle, vous savez, depuis des milliers d'années. Et c'est ce qui nous dit, c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, c'est que il y a un très 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 grand public. Voilà, Périclès, lui, parlait à 300 personnes. Ouais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Michel, bon week-end. À lundi. À lundi. Sans faute. Hein. Et vive bon la liberté d'expression.